Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Véronique. Bonjour. Quelle belle voix aujourd'hui. Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Talal. Salut Véro. Ah, pardon. Et voilà. Salut Laurent. Merde. On explique juste vite fait j'ai la barbe qui a poussé. que Véronique est un peu indisposée au niveau de la voix aujourd'hui, donc voilà, Laurent prend le relais juste pour l'intro. Il précise indisposé au niveau de la voix, merci. De la voix, oui. Voilà. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous allons parler de cyberpunk au cinéma. Et enfin, nous terminerons sur Cyril, et non pas avec, parce que j'ai envie de terminer sur Cyril, et sa sélection de bandes originales. Et c'est parti donc pour l'œil du pif. Et on va commencer par... Non, pas Véro, je vais te laisser un petit peu te reposer. Talal, c'est parti. Juste une aparté à faire. En fait, j'ai découvert que du coup, dans son texte d'avance, Véronique ne dit pas par qui elle va commencer, donc elle improvise. Exactement. Voilà. C'est important. Donc là, j'improvise également. Voilà. Et je viens de découvrir qu'elle improvisait surtout. Et Dezio, je trouve que Laurent en fait des tonnes. J'ai l'impression qu'il veut être pris comme nouveau speaker. Il en fait 4 fois plus que d'habitude. Tu ne remplaceras jamais Véro. Non, Véronique sera toujours la speaker. Attends, je retrouve ma voix là. C'est des vieux réflexes de voix off. À une époque, sur le site de Match, je faisais des J'ai reconnu ta voix. J'ai reconnu ta voix de quand tu faisais l'émission. Je vais te dire, c'est la même voix que quand tu faisais les... T'étais sur Chérie FM Bourgogne aussi, non? Si, tout à fait. Qu'est-ce que ça pour la Bourgogne? J'ai été sur Radio Vallée, la radio de Marne-la-Vallée. Vallée FM. Trop de choses qui tuent. Bon, on va peut-être passer à Talal. Talal, ton œil du pif. Allez, mon œil du pif. C'est moi qui donne l'ordre après, par contre. Vas-y, reprends la main. Contrôle fric. Donc, écoutez, moi je vais faire mon Philippe Manœuvre aussi. Du coup, je vous parlais d'un film qui date de 1995. Alors, c'était quoi 1995 Batman Forever. Pas loin. Alors, écoutez, c'était l'époque où vous étiez tous en train de danser sur du Coolio, du TLC. C'est mal nous connaître. Et de la Macarena. Non, pas Macarena, mais Coolio complètement. Voilà, moi aussi je l'ai fait secrètement. Mais avant Gangsta's Paradise, quand il était encore underground. Genre Fantastic Voyage. Alors, 95, c'est précisément le grand succès de Gangsta's Paradise. Ouais, désolé. On va vraiment faire la musique ou c'est... Et en fond, pendant que je parle, on met la musique, bien sûr, hein, Xavier. Et ça va être aussi l'année où tout le monde regardait Friends, hein, vous vous rappelez de cette série et c'est aussi l'année où Mel Gibson n'était pas encore un nazi, c'était l'année où il a obtenu l'Oscar pour Braveheart. C'était aussi l'année de Toy Story, Batman Forever, tu l'as cité Cyril, et Apollo 13. Ah, t'avais vraiment mis Batman Forever dans ta liste? Ouais, en fait, j'ai regardé les événements de 1995. Les classiques. Voilà. C'est l'année où Microsoft sortait son Windows 95 adoré. C'était l'année des POG. Putain, je vais en faire un paquet, quoi. L'année où j'ai pris l'hélicoptère pour la première fois. Dans une heure, vous saurez quel est l'œil du pif de Talal. Et c'était aussi une promesse en fait que j'avais fait la dernière fois, c'était d'un œil du pif que non, ça devait être un sujet d'avant. Je me suis habitué au sujet long, c'est les introductions à Xavier. C'est bien que Véronique a dit qu'il faut que ce soit court. C'est vrai que juste avant j'avais dit on fait court. Oui, c'est ça. Et c'est surtout l'année du bashing. Tout le monde avait prédit l'échec de Waterworld. Waterworld, un film de Kevin Reynolds, sorti l'été 1995. L'été où Laurent a connu ses premiers émois. L'été où... Bon, j'arrête là. 95, non, un deuxième émoi, peut-être. Deuxième émoi, d'accord. Et donc, hashtag beau. Trop d'infos, là, trop d'infos. Et donc, c'est l'année de ce film qui était à l'époque le plus cher de l'histoire d'Hollywood, qui devait coûter au départ 60 millions de dollars et qui s'est transformé en 225 millions de dollars. Et c'est l'année où ce film qui devait se tourner en 96 jours a fini par se tourner en 160 jours. Pour un film sur une planète où il n'y a que des water, c'est cher quand même. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Waterworld, ok. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ce tournage a été si difficile? Je n'ai aucune idée. Pour l'anecdote, il y a eu un dégât des eaux, c'est ça? Voilà, il y a une sorte de petit dégât des eaux. Ça, c'est il y a une fuite. Quelqu'un a été disposé. Bon, j'avance. Et pour ça, c'était donc Kevin Reynolds, le réalisateur, qui était parti voir Spielberg quelques temps avant le tournage pour lui demander est-ce que c'était une bonne idée. C'est quoi le scénario? De tourner un film dans l'eau. J'arrive. Laisse-moi faire mon film. C'est sûr que Spielberg a dû dire. Oui, il n'y a pas de problème. À fond. Et effectivement, Spielberg lui a répondu écoute, c'est simple, après Jaws, je ne tournerai plus jamais un film dans l'eau. Voilà. Mais bon, ça n'a pas empêché de Kevin Reynolds de faire son film. Alors, Waterworld, de quoi ça parle? Donc, c'est une sorte de Mad Max dans l'eau. C'est même complètement un Mad Max dans l'eau. Ça se passe dans un futur pas si lointain, mais quand même, où le monde est enseveli par l'eau à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Donc, à cause de la Benalla. Du coup, il est englouti, en fait.
Parce que Ansevli, c'est par. Oui, par il du sable. merci. Oui, ça, C'est Nazi Grammar. On fera jamais une corriges les heure, copies Véronique. Alors, on est déjà quand même à plus de 5 minutes de cette émission. Vas-y, Talal. Ok, alors Waterworld, c'est très bien, allez-y. Voilà. Non, mais tu voulais attendais faire la une dernière édition fois en particulier l'Odyssey pour une raison, en fait. Tu voulais en parler Mais après oui, bien sûr, avoir revu, je voulais en parler parce que la dernière fois, on était sur les films post-apo. La dernière fois, on était sur les films post-apo et je devais faire Waterworld. Finalement, j'ai choisi quoi déjà ? C'était quoi déjà le film ? Le règne du feu. Le règne du feu, qui était très très bien. Tu vas nous faire tous les et éléments. j'attendais mon Blu-ray de Arrow qui a fini par arriver le jour où on a enregistré cette émission. Donc voilà, pas de bol. Donc voilà, je reprends. Vous arrêtez de me couper, hein, Oui. d'accord ? Donc Waterworld, donc dans un monde enseveli. Immergé. Toujours englouti. Et Ou émergé aussi. Immergé par l'eau. Donc un homme solitaire qui se trouve être un mutant, mi-homme, mi-poisson, se retrouve accompagné par une femme. Tu as écrit sur ta feuille que j'ai en face à côté de moi mi-homme, mi-poillusson. Voilà, je tiens à le dire. C'est vrai. J'avoue, ce document, il est que pour moi. C'est poisson, c'est vrai, mais c'est quoi comme animal ? Bon, allez, j'arrête. Et donc, je te laisse. Cet homme se retrouve accompagné par une femme et une petite fille pour retrouver Dryland, une mythique terre légendaire immergée. Et ils sont pourchassés donc par des méchants monsieur qui s'appellent les Smokers, qui veulent absolument mettre la main sur la fille car sur son dos est tatouée la carte de Dryland. Voilà. Donc tournage catastrophe comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ils ont connu tous les problèmes en fait qui fait que quand tu tournes un film dans l'eau, voilà, déjà la base tournage d'un film c'est des repères d'une prise à l'autre, et quand tu tournes dans l'eau c'est foutu quoi, c'est juste l'eau, c'est le truc le plus mouvant sur lequel tu peux tourner. Fous, du coup. Bah non, justement quand tu veux faire des j'enlève mon micro parce que mon pied fait des caprices. Non, mais justement ça le fait pas. Et donc voilà, par exemple, ils ont tourné dans la région d'Hawaï et il faut savoir que tout a été détruit par un ouragan et que les gars ont dû se retaper la construction de tout le décor principal du film, ce qui était assez. Merci Stéphanie Monaco. Donc c'est un grand film. J'ai tout compris. Et je viens de la comprendre à rebours. Donc c'est un grand film d'aventure un peu au ton atypique. On en avait un peu parlé, Xavier, quand je t'avais parlé de ce film. Effectivement, on est perdu entre le monde, un film très très adulte, un peu dur, avec un héros qui est littéralement un connard, avec un film où pendant un instant l'héroïne se fait violer. Et à côté de ça, un film plutôt familial. D'ailleurs, ça se ressent dans la musique de James Newton Howard. Petite anecdote, à la base, c'était Mark Isham qui devait faire la musique, qui était, je crois, un peu plus sombre. Et Costner, qui était aussi producteur et un peu le Tom Cruise de l'époque, voulait que le film soit familial. Donc voilà, c'est ça là, ce qui explique la dichotomie entre cette sensation d'avoir deux films. Mais en même temps, ça marche très bien. Parce que ça ressemble pas à grand chose en fait qu'on connaisse quoi. Donc voilà, moi perso c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film écologique avant l'heure, fonte des glaces, ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en 95 c'était moins le sujet. Et voilà, je sais pas, quand je pense à Waterworld, je pense avant tout à ces chorégraphies de malades qui ont été. Alors, je trouve que la réal et les chorés pour le coup. Pour du tournage en dur en plus, on n'est pas dans du VFX, c'est pas des mecs qui sont numérisés en train de sauter. Non, les gars, quand ils sautaient en jet ski, ils sautaient vraiment au-dessus d'un muret. Donc voilà, c'est un film moi qui m'est cher. C'est pas un chef-d'œuvre, faut que ça soit clair. On parle pas de Mad Max 2 ou même de Fury Road, mais c'est un film qui est très attachant à beaucoup d'aspects. C'est un film très atypique dans les années 90 et en même temps il transpire les années 90. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez les amis. En fait moi je voudrais juste l'avis que j'ai sur le film est un peu étrange, c'est que pour moi c'est le croisement parfait entre Mad Max 3 et Demolition Man. Je suis désolé, c'est ça le film. Et surtout un truc de très intéressant de l'édition Arrow qui vient de sortir, c'est donc de pouvoir voir la Ulysses Cut. Les dialogues sont beaucoup plus crus, t'as beaucoup plus de vulgarité entre autres, mais c'est surtout le marineur. Je crois que c'est ça le nom. The Mariner. Voilà, en fait le marineur, du coup, change un petit peu de psychologie, de personnalité. Le marineur, c'est le Costner. C'est Costner. C'est l'homme mi-poisson, poison, comme on dit. Voilà. Ouais. Et en fait, dans la version d'origine, t'as en fait les changements les sautes d'humeur en fait du personnage sont un peu bizarres entre les moments où c'est un gros connard et les moments où il a tendance à agir correctement. C'est assez étrange.
quand tu regardes la Ulysse Cut, tu te rends compte vraiment que c'est un connard en fait. Voilà. Dans le film, c'est un peu montré comme un anti-héros. Au non, début, mais il est pas sympa. Alors, je te jure, la Ulysse Cut, c'est. J'ai pas revu le montage ciné. Est-ce que dans le montage ciné, est-ce que vous en rappelez, il balance la petite fille dans l'eau comme ça aussi sauvagement? Oui, il le fait. C'est déjà la version d'origine. Ça va plus dans les détails, comme quoi c'est un connard. Moi, j'ai revu des petits boulots de jour justement de la version ciné, mais vraiment, j'ai dû voir une demi-heure. Et ce que j'avais oublié, mais que je trouvais très cool en fait, c'est que la monnaie dans ce futur, c'est comme toujours dans Mad Max, la monnaie c'est l'essence. Là, c'est les vestiges du passé, et encore plus l'ultime monnaie, c'est de la terre en fait sèche quoi. Et je trouve que c'est vraiment pas con en fait, parce que lui, du coup, Costner étant mutant, il peut plonger hyper profond et ramener des vestiges du passé quoi. Et pareil, tu en as pas parlé, mais le bateau, c'est une sorte de bateau hybride qui peut se transformer. Et Costner, il a plein de techniques, il fait remonter à la surface avec des ballons. Le bateau est super cool. Quand tu vois déployer le bateau, c'est un truc qui s'embrique. C'est un peu la voiture de Gadget en fait, c'est une sorte de voiture, de bateau gadget automobile. C'est un peu ça. Pour revenir à ce que tu disais sur la Ulysse Cut, en fait, il y a 3 montages aujourd'hui de ce film-là. Donc le montage ciné qu'on connaît, le montage, en fait, la version qui est pas Director's Cut, contrairement à ce que je pensais, mais en fait une version télé qui est, on va dire, plus longue mais édulcorée. Et en fait, la Ulysse Cut, et c'est toi qui me l'avais appris la dernière fois, Xavier, c'est un montage fait par des fans, finalement, qui va mixer le côté un peu dur, cruel de la version ciné et l'aspect donc long. Je crois que c'est plus long de 30 minutes. Il me semblait pas que c'était aussi long. C'est sacrément plus long en fait. Il y a vraiment un gap. Pas. Alors c'est peut-être pas 30 minutes à fast-checker. Non, on n'a pas. Ok. Pas de voix, pas d'ordi, pas de fact-checking. Ok, mais puni. Mais bon, je crois qu'on est pas loin au moins des 20 minutes. Je me rappelle qu'il y avait un chiffre en moins dans le comptage. Et 20 minutes justement, c'est la durée de ton speech. Alors maintenant, on va passer. À Cyril. Sympa. Bon, je me casse. Allez Cyril. Moi, je vais faire très vite, tout en parlant doucement. Oula. Je vais vous parler d'un film que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé en le voyant, mais que j'ai réapprécié en le revoyant. C'est Super de James Gunn, qui date de 2011, qui est sorti en France en 2011, qui a été montré à Toronto au TIFF en 2010. Donc juste un petit mot, James Gunn, on le connaît beaucoup maintenant pour les Guardians of the Galaxy et voilà tout ce qui s'est passé d'ailleurs avec Marvel, où il s'est fait dégager du 3e parce que ils ont découvert que par le passé il avait eu des messages un peu, on peut dire, violents, ou enfin sur Twitter un peu. C'était des blagues entre lui et Lloyd Kaufman sur où ils imaginaient une société de pédophiles. Voilà, donc bon, il se fait dégager à la base. Une blague trauma quoi. James Gunn, il vient de l'écurie Trauma. En fait, on l'a connu nous, les fans de Fantastique et tout, bien avant Guardians of the Galaxy. Justement, il faisait les scénarios. Et peut-être la meilleure période de Trauma, il a fait les scénarios de Terror Firmer et de Troméo et Juliette, qui était à l'époque une sorte de renouveau de Trauma. C'est que Trauma, ça n'a jamais brillé par ces scénarios-là, mais tout d'un coup, ça devenait brillant. Et c'était lui. Ça lui a ouvert des portes d'Hollywood. Alors malheureusement, pour faire les deux Scooby-Doo, pour ce qui est pire. Mais par contre, il a fait le scénario de l'Armée des Morts de Zack Snyder. Et ça, c'est plutôt bonne chose. Voilà. Et donc, il a fait un premier film qui s'appelait Slither, donc en France, Horribilis. Super film. Qui était déjà un très très bon film, un cri d'amour aux monstres et à la difformité. On pourra en parler d'ailleurs un jour dans un Pifcast, c'est un film qui mérite le coup d'œil. Et donc Super, c'est la réponse aux super-héros par James Gunn. Ce qui est marrant, c'est que plus tard, il file vraiment des films de super-héros, mais là, du coup, à l'époque, c'était un peu comme on a eu à Kick-Ass et autres et tout. Là, c'est le même délire, sauf que là, on va suivre un sociopathe qui a des visions évangéliques qui vont lui faire comprendre qu'il doit agir et sauver le monde. Et, dans le film, donc le super-héros, c'est Rainn Wilson, qu'on a connu par la série C'est The Office. Il est extraordinaire dans The Office. Qui est vraiment extraordinaire dans The Office. Et donc, il doit en fait retrouver sa nana qui est jouée par Liv Tyler, qui a été kidnappée par Kevin Bacon. Enfin, kidnappée, c'est un bien grand mot. En fait, elle le quitte pour aller avec Kevin Bacon. C'est une ancienne droguée, elle repart dans la drogue. Et donc, il pète un câble, Rainn Wilson. Et il a carrément d'ailleurs une vision. J'ai oublié ce passage-là, mais je pense que Xavier va aimer. C'est où on a une séquence à la Urotsukidoji, donc les Urotsukidoji, voilà, les animés japonais avec des tentacules, sauf qu'on l'a en live avec des tentacules live, avec des séquences vraiment dingo quoi. Et donc quand il sauf qu'il n'y a pas de viol. Voilà. Et quand il devient le super-héros, donc super, là ça devient vraiment très très. J'adore Kick-Ass, mais là vraiment ça va un cran au-dessus parce que c'est vraiment un sociopathe, c'est-à-dire qu'il va défoncer la gueule à des gens avec des clés à molette, des fois pour rien, juste parce qu'ils ont grugé dans la file d'attente. Il a raison, putain, la file d'attente de cinéma, les mecs qui grugent, mais bien sûr, voilà. Clé à molette dans ta face. Donc il y a un beau casting, donc je dis Rainn Wilson, il y a Ellen Page qui va servir de. J'adore Ellen Page, mais là dans le film elle est sensualisée à outrance. C'est secrètement amoureux d'Ellen Page. Oh, ouais, mais vraiment c'est. Dans son petit costume tout jaune, là, ça t'a fait des trucs. Ce film-là, il est ultime pour ceux qui aiment bien Ellen Page. Donc Kevin Bacon, on voit Michael Rooker, donc l'acteur fétiche de James Gunn, mais surtout de. McNaughton, voilà. C'est le mec qui faisait Henry Potter avec Killer et tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Il y a un très beau générique en dessin animé qui donne déjà bien le ton. La zik est mortel, c'est que il y a pas mal de morceaux folk assez pourris, mais il y a Tyler Bass qui est un habitué de Snyder qui a fait une très belle BO, très
très cotonneux, très un peu rigolote, un peu voilà, mais qui part en vrille. Voilà, beaucoup de choses à dire sur le. Et dans les anecdotes qui sont rigolotes, j'ai découvert qu'en fait, le personnage donc joué par Ray Wilson devait à la base jouer par Jean-Claude Van Damme. Et quand James Gunn s'est rendu compte que Van Damme c'était quand même quelqu'un d'assez borderline et qu'il allait foutre en l'air son tournage, il a préféré prendre quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça, donc la femme de James Gunn qui était donc Jenna Fisher à l'époque, l'actrice principale de The Office, il lui a conseillé donc Ray Wilson. Et Ray Wilson avait déjà joué, je sais pas si c'est avant ou après, avec Ellen Page dans Juno. En fait, il a un petit rôle alors que Ellen Page a un grand rôle. Et pareil, voilà. J'ai appris aussi que à la base, Gunn voulait John C. Reilly pour jouer aussi. Le personnage de Ray Wilson, mais qu'en fait ça s'est pas fait parce que c'était trop gros à l'époque et plus tard il l'embaucha dans les Gardiens de la Galaxie pour faire un tout petit rôle. Voilà. Donc voilà, j'adore ce film, je l'avais un peu oublié et je suis très content de l'avoir revu et ça se regarde sans problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est une tuerie, j'adore la bascule entre comédie et drame est juste barge, c'est-à-dire que tu t'y attends. Enfin, tu comprends qu'il y a quand même un sous-texte derrière où le mec est borderline, où il est pas bien et où ce qu'il fait est vraiment très limite, mais ça reste drôle. Mais quand on bascule vraiment dans le drame à l'occasion d'une scène que je ne nommerai pas, là en fait tu t'y attends tellement pas, ça te cueille, et à la fin quand il fait son speech à Bacon, juste en fait ça m'a troué le cul. Le film commence à ce moment-là à une puissance émotionnelle que super bien écrit quoi. Voilà. Ouais, que tu soupçonnes pas, et j'avais juste trouvé la réal un petit peu faible. Elle est fonctionnelle, elle est pas honteuse. T'as un manque de moyens aussi, non? Oui, qui s'en sort plutôt bien. Hein. Mais les acteurs et le script font tellement le job, et plus quelques idées de mise en scène quand même assez barges. Ouais, mais j'adore, c'est génial. De toute façon, il a montré à plusieurs reprises, notamment avec les Gardiens de la Galaxie, que c'était un grand directeur d'acteurs. Oui. En plus d'être un très bon scénariste. Le rythme surtout. Donc, il est bon pour le rythme. Il mérite le rythme. Voilà, le rythme c'est quelque chose. Et pour la comédie, c'est important. Son script pour l'Armée des Morts, c'est un modèle. Véronique. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Je sens qu'on va pas trop l'entendre. Parce qu'on ne veut pas faire vite, hein, Xavier. Non, ok, super, c'est bon. Laurent, ton film. Super, c'est son meilleur film, moi je trouve. C'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Alors, je suis d'accord pour dire qu'au niveau de la réalisation, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Mais dans un tout global, en étant à la fois fun et touchant, c'est la quintessence du style du bonhomme. Et il y a des moments de malaise énormes. Ah, carrément. Et surtout dans le genre de super-héros-like. Moi, j'aime beaucoup Kick-Ass, donc je descendrai pas par rapport à Kick-Ass, mais on n'a pas eu mieux qu'en fait. Pour moi, ça défonce Kick-Ass. Ah ouais, largement. Moi, Kick-Ass, je trouvais ça très bien jusqu'au moment où, à la fin, le perso dégomme des hommes de main à la mitraillette sans sourciller, et où le propos du film s'envole juste pour faire de la scène, pour faire de la violence fun. Et c'est tout ce que Kick-Ass n'est pas en fait. Jusqu'au bout, Kick-Ass. On va pas faire Kick-Ass, mais c'est tout ce que Super n'est pas, je veux dire. Voilà. Super, c'est vraiment Super. Si demain un sociopathe devenait un super-héros. Voilà. Et ça en dit long en fait sur, parce qu'en fait souvent dans les films de super-héros, Batman, on sous-entend quand même que c'est un sociopathe, sauf que ça reste léger, alors que là, vraiment, en même temps, là, c'est un taré, mais en même temps, c'est un sociopathe qui traduit des malaises et qu'on a tous vécu, enfin, les espèces d'injustices insupportables devant. Enfin, tu vois, il est sociopathe, mais pas au dernier degré non plus, quoi. On comprend quand même ses énervements. Moi. Encore une fois, un mec qui double dans une file au cinéma, si j'ai une clé à molette sachez-le, et un petit peu moins de sens moral, ça me démangerait très fort. Hein. Est-ce que si vous aimez Ellen Page, un sens moral, tiens. Pour tous les fans d'Ellen Page, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. À toi, Laurent, tiens. À moi. Alors moi, je vais aller encore plus loin que toi dans le film écologique Talal, bien avant l'heure. Même si le titre n'inaugure pas vraiment du Long Weekend. Le massacre des morts vivants de Jorge Grau de 1974, que j'ai découvert sur le câble il y a quelques jours. Voilà. Film qui a d'ailleurs plusieurs titres en fait. Tout à fait. The Living Dead at Manchester Morgue, titre. C'est comme ça qu'on l'a connu en vidéo. Voilà, titre original: No profanar el sueño de los muertos. Ne profanez pas le truc des morts. Sueño, j'ai su ce que c'était, je ne sais Rêve. Plus. Je crois, c'est ça, ouais. Si, Seigneur. Ouais, c'est ça, si, Seigneur. Ah, joli. Canucci. Mariachi. Bref, alors, de quoi ça parle déjà? Let's Sleeping Corpse Live aussi. C'est ça aussi? C'est lui aussi? Il y a ça, c'est Let's Sleeping Corpse Live, c'est aussi un des sous-titres, un des titres. Et donc, de quoi ça parle? Alors, ça se passe en Angleterre, alors que c'est un film espagnol. C'est un antiquaire qui doit aller quelque part dans sa maison pour se branler le week-end. En gros, c'est à peu près comme ça qu'il explique son week-end.
et qui est obligé de voyager avec une nana parce que cette conne a défoncé sa moto dans une station-service. Donc Résumé par Laurent. c'est voilà. ça Ah non mais vraiment c'est en plus comme ça qu'il la traite. Hein. Il fait Ouais. putain tu m'as défoncé la moto, t'es conne, je monte dans ta voiture, c'est moi qui conduis, casse-toi. Voilà donc c'est assez rigolo comme début. Et bref à un moment donné il transite par une zone campagnarde et là le héros voit qu'il y a en cherchant sa route, en allant demander à quelqu'un, c'est très tiré par les cheveux le début hein, quand même. Il voit dans un champ à côté des mecs qui sont en train de tester une machine toute rouge, bizarre, et donc il va se renseigner. C'est vrai que cette machine est un truc à ondes vaguement radioactives qui est censé favoriser la pousse des plantes. Sans utiliser d'engrais, voilà, un truc révolutionnaire que le gouvernement est en train de tester. Monsanto. Voilà, sauf que ça va aussi favoriser la pousse des zombies en dehors de leur tombe. Monsanto. Voilà. Glyphosate. Donc voilà, point de départ écologique assez fort et surtout très en avant. Ensuite, les zombies arrivent et puis on est dans un film de zombies plutôt classique, même si les zombies sont assez chelous, ils ont des yeux tout rouges et tout, ils sont un peu bizarres. X-Matos. Et il y a quelques moments de mise en scène. Pour le coup, moi, tu vois le film au début, c'est assez typique de l'exploitation des années 70, avec parfois une petite mise en scène un peu approximative. Et puis il y a 2-3 séquences avec des jolis travelling bien chiadés qui te foutent un peu la pression, une belle photo et tout. Et au final, ça fonctionne super bien. Et puis la fin est d'une noirceur, mais vraiment très très méchante. Je vous en dis pas plus, mais pareil, on n'est pas trop habitué. Enfin, c'est du niveau de la baie sanglante de Bava en termes de fin. C'est aussi méchant. Et Jorge Gros, il est. Alors, c'est pas Gros GROS, hein, Jorge Gros. Non, c'est Jorge Grau, hein, GRAU. Réalisateur espagnol qui a beaucoup bossé en Italie. Par la suite, il a fait des drames en Italie essentiellement. Il a assez peu bossé dans l'exploitation finalement. Il est surtout connu en tout cas dans l'exploitation pour ce film-là. Au casting, on retrouve des bonnes trognes. Ray Lovelock qui a joué dans Tire encore si tu peux, Un violon sur le toit, Le pont de Cassandra. Christina Galbo moi je me rappelle surtout de l'avoir vu dans La Résidence, le chef-d'œuvre de Narciso Ibáñez Serrador. Et puis Arthur Kennedy, ancien jeune premier hollywoodien, Barabbas, Laurence d'Arabie, L'homme de la plaine, puis qui a fini plutôt dans l'exploitation italienne avec l'Antéchrist, l'Humanoïde et La Sentinelle des maudits aussi. Donc des films bien bourrins. Voilà. À la prod, on retrouve un vieux routard de la prod italienne qui a fait Edmondo Amati, qui a fait 2072 et Mercenaires du futur, Pulsion cannibale, Holocauste 2000, Les 4 de l'Apocalypse, L'Antéchrist, Le venin de la peur. Bref, le mec il était dans tous les purs coups. Et puis au scénar, pareil, on a Sandro Continenza qui a fait Hercule contre les vampires et Inglourious Basterds quand même de Enzo G. Castellari. Et Marcelo Cossia, lui c'est un peu moins glorieux, c'est Yeti le géant d'un autre monde. Mais aussi Le masque du démon. Et là, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça dépend le remake de L'Homme Baba ou... Donc voilà, vraiment, moi une très chouette découverte. Je me précipite toujours sur tous les bis européens que je n'ai pas vus et celui-là, j'ai vraiment pas regretté. Je voudrais juste préciser que déjà de base ce film fait partie de mon top 5 des meilleurs films de morts vivants existants. Je vous jure, c'est une tuerie. Tu sais qu'on a failli le passer dans les zombies au pif. Oui, mais et je vous avais saoulé pour le passer. Ouais, moi je voulais passer, mais j'avais peur que le public il soit trop lent pour eux. En fait, c'est possible. Mais bon voilà. Que les zombies soient trop lents pour le public. Non, j'ai pas vu le film, mais chaque film est très très lent. Et non, pas tant que ça. Hein. Ah, c'est la réputation qu'il a quand même. Après, film d'ambiance quoi. Pense à mettre ça pendant une nuit surtout. Ouais. 3h du mat. On ferait pas une séance Xavier avec des films chiants l'année prochaine. Mais je t'emmerde. Et en fait, il y a Xavier a bon goût donc. Je ne sais plus s'il y a une édition française, mais en tout cas, il y a Blue Underground qui avait sorti un Blu-ray. Encore Blue Underground, ils l'ont quand même rincé celui-là. Et Blue Underground, il me semble qu'il y a des sous-titres français dessus. Ouais, souvent. Ouais. Mais c'est des titres, moi, c'est comme dirait tout à l'heure, je utilisais ce mot que je n'aime pas, c'est un peu dans ma shame list. Ça va faire 15 ans que je dois le voir celui-là. 15 ans, je crois que je l'ai même acheté en 2 éditions, je dois l'avoir 2 fois en DVD, j'ai jamais regardé. Mais voilà, il est dans ma liste, ma shame list. Voilà. Et détail très important, si vous l'achetez, le Blu-ray, essayez de ne pas regarder la jaquette. Okay, parce que ça spoil. C'est difficile ça. Bah ouais, mais vraiment, enfin. Non, ça dépend, le recto ou le verso. Alors je me souviens plus de quel côté c'est, mais il y c'est a des images. C'est l'affiche ou c'est les petites images derrière? Je crois que c'est les petites images derrière. C'est facile de pas les voir. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'en fait c'est vraiment l'avant de la jaquette. Bah l'avant c'est pas l'affiche qu'on a toujours connue du film. Mais je crois qu'il est modifié. Ah je sais plus. Mais en tout cas il y a un truc qui spoil à mort, donc regardez pas la jaquette. Ça spoil quoi? Voilà. Bon, je fais mon œil du pif, je me lance. Personne d'autre l'a vu le film? Non. Heureusement qu'il y a Xavier, heureusement qu'il y a Xavier qui voit tout, sinon on serait emmerdé. Hein. Alors moi j'ai vu Zardoz.
J'y vais direct parce que j'ai pas beaucoup de voix. Ah oui, elle économise sa voix. J'ai vu Zardo, c'était bien. Je m'excuse d'avance pour les gens qui n'interrompt écoutent. Véronique du coup. Si, vous pouvez. Donc de John Boorman de 1974 aussi, un film américain et britannique avec Sean Connery et Charlotte Rampling. Et je l'ai vu justement parce que j'avais entendu l'interview de Charlotte Rampling sur France Culture et ça m'a donné envie de voir le film parce qu'elle disait que Sean Connery était en slip pendant tout le film. Ouais, ça tu vois ses poils, hein. Ça c'est sûr. Ah, c'est... du coup, le pitch, ça se passe en 2293 dans un monde chaotique. En fait, divisé en deux parties. Il y a une partie qui est complètement chaotique, dominée par un dieu nommé Zardoz, qui dicte la conduite aux gens, un peu les sauvageons, on va dire. Et d'un autre côté, il y a un monde un peu idyllique où vivent les éternels, donc des gens qui ne meurent jamais. Et en fait, Sean Connery joue le rôle de Zed, un des sauvages, qui arrive en fait à rentrer dans le monde des éternels. Et une fois là-bas, en fait, il va perturber en fait la réalité de ces éternels parce qu'ils vont se demander ce qu'il fait là, d'où il vient. Enfin, ils savent, mais ça va rebattre les cartes de ce qu'ils pensaient comme acquis, notamment le fait de se reproduire ou d'avoir du plaisir, voilà. Et lui-même en fait va avoir accès au savoir, donc ça va aussi changer. Tu peux redire avoir du plaisir? Non, on a dit pas interrompre. Il est pas s'en empêcher. Hein. C'est sexy ou c'est dégueu? C'est à cause de la voix en fait. Ça fait un mélange assez... Laisse ma chamérie tranquille. Non, alors en fait c'est bizarre parce que moi du coup j'avais pas d'a priori sur le film et j'ai trouvé vraiment très étrange et unique, on va dire. Un peu difficile à appréhender, mais avec plein de bonnes trouvailles aussi. En même temps, on voit que le réalisateur ose tout, il l'a fait juste après Délivrance. Et là, tu sens qu'il a expérimenté. Après, j'ai lu des interviews, effectivement, il disait qu'il s'était fait plaisir et qu'il avait expérimenté plein de choses. Et en fait, j'ai vu que le film était considéré souvent comme un nanar. Pour moi, ça rentre pas du tout dans cette catégorie. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont ils ont érotisé le corps d'un homme, et je trouve que c'est rarement fait dans des films en fait. Et en tant que femme hétéro, moi je trouve ça sexy en fait, je trouve pas ça du tout ridicule quoi. On ne te juge pas. Tu aimes les slips rouges? Ouais, j'aime les poils. T'es plus slip rouge que gilet jaune. Non, et du coup je trouve quand même ce film hyper intéressant. Après j'ai lu plein de choses, d'analyses, etc. Je me suis rendu compte que j'étais complètement passée à côté de ce qu'il pouvait raconter, mais en même temps il est assez... Il y a pas mal de gens qui lui vouent un culte apparemment. Il y a des gens qui font du pain vert, il y a des gens parce que dans le film il y a du pain vert la couleur. Dans nos souvenirs, c'était pas un peu genre allégorie de la caverne de Platon en film? Il y avait pas un délire un peu comme ça? Je me rappelle plus. Je pense qu'il y a 1 milliard de sous-textes qui nous échappent et c'est un peu la limite du film parce que le scénario il est vraiment trop touffu, ça part un peu dans tous les sens, c'est parfois un peu ridicule. Mais tu sens qu'il s'est fait plaisir et que c'est généreux, qu'il a tenté, et tu te dis c'est quand même dingue. Dans le cas de Boorman, c'est quoi? C'est après Excalibur? C'est juste après Délivrance en fait. D'accord. Ouais. Donc c'est début de carrière. Quoi. C'est bien là qu'il y a la tête géante. Ouais, il y a une tête géante en pierre. Qui est le vaisseau justement. Voilà, c'est ça. Du dieu. En fait, il y a une introduction au film avec une tête volante, un effet spécial. Tu l'as vu où, Véronique? Sur les câbles. C'est pour être sûr. Évidemment. Un film qui a eu une influence sur Rick et Morty, avec un célèbre épisode avec des têtes géantes qui parlent. Ah, Show me what pointu you quand même. got. Tout à l'heure, je voulais dire un truc. Je crois que tout à l'heure, Non, ah non. Je suis posé. Voilà, c'était mon œil du pif. C'était un peu et très bien la prestation vocale à plus souvent. Je suis désolée. Ouais. Je présente mes excuses. Plus souvent, Vous inquiétez pas, ça sera sous-titré au cas où. Ah oui, pas mal ça. Du coup, à toi, Xavier. Ah bah voilà, à la fin. Alors, On sait que ça va être long alors. Ça va être long. N'oublie pas, Xavier, tu dois soigner ton intro. Alors, en tout cas, moi, je vais vous parler d'un film qui n'est pas un film, déjà, de base. Allez. Ça y est, c'est parti. Je suis désolé. En fait, on peut considérer ça maintenant comme un court-métrage de 22 minutes, même si à la base, il s'agissait du pilote d'une série pour Sci-Fi qui n'a pas malheureusement passé l'étape de la production. Donc, il s'agit de The Amazing Screw on Head. Quelqu'un l'a-t-il vu? Non. Amazing. The Amazing Screw on Head. Je vois Voilà, ce que donc c'est. c'est l'homme à la tête de vis. Il s'agit en fait de l'adaptation en animé de l'homme à la tête de vis de Mac Mignola. Voilà. Mec qui a fait Hellboy. Exactement. Donc c'est le papa de Hellboy. Et en fait, l'homme à la tête de vis est un recueil de plusieurs nouvelles qu'il a pu écrire. Et précisément la nouvelle de l'homme à tête de vis, c'est une nouvelle qui a en fait eu le Eisner Award
Et donc en fait, il s'agit donc d'un pilote réalisé par Chris Prynoski, qui n'a pas forcément fait des choses incroyables. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, c'est au niveau du casting. On a donc Paul Giamatti qui joue le personnage principal. Et au scénario, on a Brian Fuller. Donc Brian Fuller, qui est donc le créateur de Dead Like Me, une série que personnellement j'adore. Moi aussi. Voilà. Et le plus simple en fait, c'est de vous dire de quoi ça parle. C'est live ou c'est de l'animation? Non, c'est de l'animation. Au niveau de l'animation, moi je trouvais ça me faisait un peu penser à l'animé Spawn. D'accord. Et par rapport à Booba Hotep, là c'est un homme avec la tête d'Elvis, et là c'est Oui, non, ça n'a rien à voir. La tête d'Elvis là du coup. Voilà. Donc du coup, Squaned est agent pour le compte du président Abraham Lincoln, lequel le charge de traquer l'empereur zombie, un mort-vivant avide de pouvoir. Cela le conduit au temple de Gung, roi déchu ayant libéré un pouvoir puissant 10 000 ans auparavant. La particularité de Ed est qu'il n'est défini que par sa tête en forme de vis qu'il peut visser à loisir sur des corps de sa conception. C'est génial. C'est le pitch déjà, et je le trouvais quand même plutôt sympa. Et en fait, l'animé, mais il est super drôle. C'est vraiment à mourir de rire ce truc. En fait, on retrouve tout le côté ésotérique à la Hellboy. Quand Hellboy, dans les petites histoires, on part vraiment dans des délires parodiques. C'est ça au niveau de l'humour. Et ça n'arrête jamais. C'est vraiment mortellissime. J'ai passé un moment super. Franchement, les 22 minutes, t'as l'impression qu'ils durent 2 minutes. Pourquoi ça s'est pas fait du coup? Parce que juste. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Personne l'a Et sci-fi, ça ressemble tellement pas à du sci-fi en plus. Sci-fi, c'est quand même très balisé. Après, le truc, c'est qu'on pourrait considérer Adult aussi. Swim, ça aurait pu être plus. Ah ouais, totalement. Ouais. Ils font de l'anime à côté, Sci-Fi? Ça me parle pas. Pas, pas que j'en sache, non. C'est peut-être aussi que c'est pas le public de Sci-Fi au final. Et du coup, et en plus, c'est méga bordélique. Hein. On n'est pas bordélique au niveau d'un Rick et Morty, mais pas loin, quoi. Pas loin. Je voulais savoir comment il fait pour se visser s'il a pas de bras. Eh bien, justement, ça fait partie des trucs qui sont super sympas. T'as déjà vu une tique? Une tique, surtout, elle se visse sans avoir de bras. Non, en fait, le truc, c'est que donc. Mais elle a des pattes. Bah ouais, elle a des bras. L'homme à tête de vis, en fait, un fidèle serviteur. Mais il a du mal à donner sa confiance dans ce fidèle serviteur parce qu'en fait, il garde toujours le traumatisme de cet ancien serviteur qui a usé de magie noire et qui est devenu l'empereur zombie. Empereur zombie qui, même s'il a envie de dominer le monde, a gardé de manière totalement arbitraire, totalement gratuite, une sorte de réflexe très particulier. En fait, il a juré de massacrer tous les serviteurs de tête de vis. Mais ça en 20 minutes ? Ouais. Ah, mais il y a encore plein de choses derrière. Hein. Je pourrais te parler de vampires, de steampunk. Et ça se voit où tout ça ? Sur YouTube ? De mondes parallèles dans un endroit particulier. Ouais. Sur YouTube, c'est visible Alors, sur YouTube, j'imagine que c'est visible, mais il y a un DVD en fait qui a été sorti aux États-Unis. Juste de 20 minutes. Ouais, il y a avec des making-of et tout comme ça. Et qui était sorti avec l'album de Mac Mignola. D'accord. Voilà. Alors après, l'album il est ressorti, je crois, l'année dernière. L'album, moi personnellement, je suis pas ultra fan complètement de cet album, mais il y a donc The Amazing Squaned qui est vraiment mortel en nouvelle, et il y a une autre nouvelle dedans qui est Le Serpent et le Sorcier. Pareil, ça tue quoi. Voilà. Et j'ai une question, ils ont conservé le look, le style Mignola ou pas ? Ouais, totalement. Ouais. Cool, totalement. Donc c'est vraiment, si vous êtes en plus fan de Hellboy et compagnie, franchement, regardez-le. Un peu anguleux. Un petit peu. Enfin, vous verrez, il y a plein de trucs quoi. Eh bien, on passe au dossier. Ce mercredi sort au cinéma l'adaptation du manga culte Gun de Yukito Kishiro sous le titre Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez sous une influence camerounienne. Ça nous a donné l'idée de parler du genre cyberpunk au cinéma. Comme d'habitude, on a choisi chacun un film entrant dans cette catégorie. Mais avant, bien sûr, professeur Xavier, petite définition du cyberpunk. Alors, le cyberpunk est un genre de la science-fiction qu'on pourrait apparenter à la dystopie, à la hard science. Hard science dont j'avais parlé, je crois que c'était sur les voyages dans le temps. Enfin, ouais, on s'est endormi. Je t'emmerde. Donc en fait, le cyberpunk est un genre qui met très souvent en scène un futur proche, une société technologiquement avancée. Donc en fait, c'est un terme qui date de 1984, historiquement parlant, qui a été popularisé par Gardner Dozois, qui est un éditeur assez connu, en l'occurrence éditeur de Asimov Science Fiction Magazine. La beauté en fait du mot cyberpunk, c'est que c'est littéralement un résumé de tout ce que vous allez avoir. En fait, donc on a une contraction donc, qui vient donc de cybernétique. Donc le terme cybernétique veut dire la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines.
Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que ça vient du grec Kubernetes, qui est l'art de gouverner ou de piloter. Putain, comment il nous a séché. En plus, ce terme est donc associé au terme punk, donc qui veut dire en anglais voyou, donc quelqu'un qui rejette les valeurs établies. Et là où ça devient très intéressant, c'est que dans le mouvement punk, justement, il y avait tout un aspect sur les nouvelles technologies qui était considéré comme aliénante pour l'homme. Donc l'assimilation du terme punk, c'est pas seulement en fait d'un point de vue sens, il y a aussi toute une esthétique punk qui est arrivée avec, et en l'occurrence donc le No Future. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi, ça se voit. Et en fait tout ce qui est en fait lié au néo-punk, une esthétique comme par exemple les coupes à l'iroquoise, etc. En genre néo-punk, si à un moment vous regardez, je sais pas, Class of 1984, typiquement vous verrez ce que c'est, quoi. Akira. Voilà. Donc en fait, globalement, le cyberpunk allie des thématiques donc, de la technologie, par exemple intelligence artificielle, le hacking, la fusion homme-machine, les multinationales et par extension, généralement, la théorie du complot. Tout ça se déroulant la plupart du temps dans un futur proche et sur Terre. Voilà. Le lieu où l'histoire se déroule possède généralement des caractères dystopiques. Dans une zone, on pourrait globalement dire que ce serait entre du presque apocalypse et du post-apo. Et justement, d'un point de vue historique, le mouvement cyberpunk est arrivé globalement à la fin de la guerre froide et a donc été le successeur du genre post-apocalyptique. Et c'est marrant parce qu'on a fait pareil avec l'émission. Mais Xavier, j'entends souvent parler de William Gibson et tout, et oui, alors en fait, le Necromancer, c'est tout là, c'est Neuromancien. Voilà. C'est plus tard ça en fait. Non, du tout. En fait, justement, le terme cyberpunk dans la réalité existait déjà. C'est quelqu'un d'autre en fait qui l'avait donné. Et en fait, dans Asimov magazine, Science Fiction Magazine, à un moment, ils ont parlé de neuromancien. Et c'est à ce moment-là que le mec a réutilisé ce terme cyberpunk pour essayer de catégoriser. J'ai toujours cru que c'était lui le père fondateur du cyberpunk. En fait, pas du tout. Son bouquin a synthétisé, je crois, pour la première fois, vraiment. Voilà. Et en fait, le concept. C'était dans l'air et il a fait la synthèse. Voilà. Et en fait, neuromancien, il a cette particularité d'être visionnaire. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui avait déjà initié Internet. Enfin, tout ce qu'il avait pensé sur Internet, les dérives et tout, machin, tout était là. Il avait prévu l'iPhone, hein? Non. Alors. Mais globalement, le cyberpunk, on peut résumer par c'est des films où dans le futur, la technologie a foutu le bordel un peu. Généralement, c'est même ça, pour être même plus précis, j'aurais tendance à dire que c'est un futur où la technologie a été plus rapide que l'évolution de l'homme dans ses mentalités. Et généralement, on se retrouve avec des hommes qui sont dépassés. Voilà. Ouais. Merci, professeur Xavier. Des hommes dépassés, c'est pas des nains. Avant de parler chacun de nos films, il y a Laurent qui a vu Alita. Tout à fait, j'ai eu la chance de voir Alita. J'avais très peur parce que j'adore le manga. Je fais partie de ceux qui l'ont découvert quand il est sorti en France à la toute fin des années 90. J'avais aussi peur parce que Robert Rodriguez est la réal et j'ai beau avoir beaucoup de sympathie pour Robert Rodriguez, je trouve qu'en termes de mise en scène c'est parfois un peu affligeant pour être gentil et globalement le film balaye la plupart de ses doutes, déjà parce qu'on sent que le scénario de James Cameron est très 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 attaché à la vérité du personnage d'Alita et tout ce qui porte le film c'est le personnage d'Alita et à ce niveau là on retrouve l'émotion qu'on pouvait avoir en lisant le manga. Les quelques scènes d'action dont une en particulier puisqu'il y a le motorball c'est juste ça te roule le cul. Voilà, la scène de motorball c'est ce que j'ai vu le plus fou sur un écran de cinéma depuis Speed Racer. Donc c'est juste et quand ça se termine tu dis juste j'en veux encore et encore et encore quoi. Et il y a technologiquement le film est ahurissant parce que Alita est donc en full CGI et là on n'y pense plus très rapidement et c'est même pas au-delà de la performance des animateurs, c'est aussi de ses interactions, c'est-à-dire que c'est de la motion capture. C'est de la motion capture, mais ce que je veux dire c'est que souvent la motion capture, tu vois, on évite un peu de faire entrer en contact un vrai humain et le personnage en motion capture là c'est non-stop tout le temps, elle prend un chien dans ses bras qui lui lèche le visage, des trucs comme ça. Il est pas en CGI le chien ? Non.
Et on voit rien, quoi. C'est incroyable. Alors après, moi j'ai une toute petite. Le personnage est très touchant, mais parfois les animateurs des studios de CGI la font un peu jouer comme un personnage Disney ou un personnage de Pixar, tu vois. C'est-à-dire que les expressions du visage pour traduire quelques émotions sont un petit peu trop forcées, mais globalement ça fonctionne du feu de Dieu. Elle est super touchante. La storyline, la façon dont ils ont réussi à garder la storyline des 4 premiers volumes du manga tout en incluant le motorball, etc. Enfin, franchement, c'est mortel. Oui, Cyril. J'ai une question juste. À la base, peut-être les gens ne savent pas, c'était le projet de Cameron depuis le début. Il a fait Avatar pour se faire la main sur la technologie. Alors, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, il avait pas la technologie encore pour faire Alita. Oui, donc il s'est fait la main avec Avatar. Par contre, non, c'était pas avant Avatar même. C'était, je sais plus si c'était les Fantômes du Titanic ou son autre documentaire. Et en fait, et c'était, en fait, il avait créé une caméra pour pouvoir tourner. Et en fait, la technologie de cette caméra devait servir pour Battle Angel Alita. Donc, ça veut dire qu'en fait, à la base, c'était prévu depuis le début. Il nous parlait de faire Gun en film, et finalement, Avatar il a marché. Il a resté à faire Avatar, mais c'était à la base prévu plein de films autour d'Alita, enfin de Gun. Et là, comment c'est construit? Il y aura d'autres films ou... Ça va dépendre du succès du film. Malheureusement, les mauvaises langues hollywoodiennes, j'ai vu passer un papier du Hollywood Reporter qui prédit 200 millions de pertes. Ah ouais. Ce qui pour moi serait dramatique parce que c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu depuis des années. Non, mais du coup ça vient comme pour la dernière fois Mortal Engine, c'est des gros trucs vachement bien mais que tout le monde va snobber. Alors on va voir. Pour le coup il y a un vrai enjeu pour Cameron et il y a aussi un vrai enjeu globalement pour le monde du blockbuster. C'est à un moment donné, est-ce que les gens vont sortir le doigt du cul et d'arrêter d'aller voir des suites pour essayer de découvrir des nouveaux univers. Mais en tout cas, quand on connaît le manga et quand on sait tout ce qu'il y a derrière, toutes les graines sont plantées pour qu'il y ait des suites. Et juste avant que je laisse passer la parole à Talal, moi le manga, ce que je retiens du manga de ce que j'ai pu en lire, enfin je l'ai lu intégralement, c'est poisseux, c'est morbide, c'est sale en fait. C'est un film. Je me suis dit mais s'ils faisaient ça en vrai, c'est tellement malsain que. Non, alors moi je l'ai relu il y a pas longtemps. C'est pas tant que ça en fait. C'est vachement contrebalancé par le côté très naïf du personnage de les monstres Gali. ils sont sales, ils sont dégueulasses. Quand il les tue, là ça l'est moins, mais pour un PG-13 ils osent quand même quelques trucs. Il y a quand même des gens coupés en deux. Il y a un fuck qui est très bien placé d'ailleurs. Non, mais tu l'as dit, en fait, j'allais parler justement de ce que j'ai lu aussi aujourd'hui et que j'ai trouvé ahurissant, en fait. Tu l'as cynisme dans. Non, il a lu. L'article dont tu parlais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que je disais sur Waterworld, en fait, que tout le monde prédisait l'échec de Waterworld, tout le monde disait que ça allait être de la merde parce que ça a coûté une fortune. Et puis là, c'est pareil, en fait, je trouve ça d'un cynisme. Genre... Après, pour reprendre David Frickian, Avatar, Titanic, les gens prédisaient des bides monstrueux et les films sont devenus. Je pense pas que ce sera pareil pour celui-là. Le problème, c'est que c'est pas une réal, James Cameron, donc est-ce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter aux côtés Rodriguez? Il se met beaucoup en avant. Oui, aussi, il a produit. Donc plus en avant que Rodriguez. Il a écrit le scénar, il a produit. Il a intérêt pour sa boîte avec Storm que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on retrouve un peu parfois dans la mise en scène pas des scènes d'action, mais dans la scène de dialogue, la patte Rodriguez. C'est-à-dire vite fait quoi. Voilà, j'ai les plans qu'il faut pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je trouve que cette réputation je la trouve pas très juste. Rodriguez c'est quand même. Bon bref, on va pas reparler de ça. Je me rappelle c'est pas tant qu'un branleur que ça en fait. Je me rappelle d'un passage dans Machete 2 complètement. Machete 2 c'est innommable. C'est l'enfer, Machete 2. Un laisser-aller total. C'est genre Machete, il y a Mel Gibson qui pointe son flingue sur Machete et qui dit je vais te tuer. Machete il fait non et puis il sort de l'écran en marchant. Il sort du champ en marchant. Machete 2, Jack Lyon était nul, alors le 2 c'est vraiment un désaveu total de la réalisation. C'est terrifiant parce qu'en plus quand on a tous lu le nom de Rodriguez, je pense qu'on a tous frémi, parce qu'on a tous pensé à Spy Kids. Genre univers CG, ouais, mais t'as pas vu le 2, le 3, Larvaki, les Shark Girl. Larvaki et Shark Girl, c'est vachement bien. Mais comme le dit Rodriguez lui-même, quand il fait les Spy Kids, il fait tout lui-même. Dans son garage, pour aller vite, pour que ça coûte pas cher et qu'il puisse faire le film. Quand il fait Alita, il a les meilleurs techos au monde, il a les meilleurs artistes au monde. Ils ont construit un décor en live, un énorme décor. Depuis longtemps, Hollywood n'a pas fait des décors aussi gros. Vraiment, le village est vraiment balèze. Alors. C'est assez différent en plus de l'ambiance du manga parce que dans le manga c'est une ville qui est pas vraiment là aussi, mais en fait elle est située en Amérique du Sud pour une raison. C'est marrant, moi je pensais que Rodriguez avait lui-même fait cette relocalisation pour avoir une ambiance plus mexicaine.
Et en fait, pas du tout. C'est Cameron, par son obsession totale de la véracité scientifique, c'est que s'il devait y avoir un ascenseur jusqu'à dans l'espace, il faudrait que ce soit le plus près possible de l'équateur. D'accord. Donc c'est pour ça que Cameron a situé l'histoire ici. Le parallèle avec les États-Unis aussi, non? Pareil, ça j'en ai parlé. Du Sud. Et en fait non, du coup, parce que il y a pas de. J'avais pensé la même chose quand j'avais découvert ça, et j'avais posé la question à John Lando et à Robert Rodriguez quand je les interviewés. Non, pour eux, l'ancrage dans cet endroit-là, il est d'abord scientifique à cause de l'obsession de James Cameron. Et il y aura un truc très drôle quand vous verrez le film, c'est la relation entre le personnage de Hugo, à quel point il ressemble à Robert Rodriguez. D'ailleurs, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il porte les fringues de Robert Rodriguez, le personnage, les vraies fringues, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des fringues satisfaisantes pour le personnage. Et Rodriguez, il enlève sa veste, il a fait tiens, essaye ça pour voir, et puis ils l'ont gardé. Il est bien Valls dans le film. Ouais. Et un autre personnage qui apparaît dans le film, mais que les fans du manga connaissent, mais qui dans la bande-annonce n'apparaît pas. Et le look de ce personnage, regardez bien, réfléchissez à qui vous fait penser, et vous verrez une double lecture dans le film qui est vachement intéressante. Voilà. C'est Cameron, donc. Merci Laurent. On commence le tour de table des films cyberpunk avec Xavier. Écoutez, moi c'est... Pauvre fou. Moi, en fait, c'est avec beaucoup de bonheur que je vais pouvoir parler de mon film, parce qu'il s'agit d'un de mes films préférés, et peut-être même mon film préféré, je vous expliquerai pourquoi. Donc moi, je vais vous parler du film Tetsuo de Shinya Tsukamoto, film sorti en 1989. Le pitch, donc le film s'ouvre sur un homme qui s'entaille profondément la cuisse et insère une tige filetée dans la blessure. Trouvant ensuite des vers dans la blessure, il s'enfuit et est heurté par une voiture. Le conducteur se débarrasse du corps. Le lendemain, le conducteur constate qu'un morceau de métal sort de sa joue. Poursuivi dans le métro par une femme dont le corps est envahi par du métal, il se métamorphose peu à peu en un monstre métallique. Voilà. Donc sur un pitch pareil, là j'ai donné envie à plein de gens de le voir, je vous jure que c'est une tuerie monumentale. Donc le film est certes du cyberpunk, mais c'est un mélange d'horreur, de science-fiction, de film expérimental. Et en fait, le film ne dure que 67 minutes dans son cut que tout le monde connaît. Et c'est un concentré d'énergie brute qui va vous en mettre plein la gueule, quoi. C'est une baffe. Un claquage de beignet, parce qu'il fallait en caser un. Il le mérite, là. Ah oui, il le mérite amplement. La belle a prouvé. Donc en fait, parler de Tetsuo, c'est certes parler de cyberpunk, mais plus précisément, je vais même vous parler du cyberpunk japonais, qui est... Déjà, le cyberpunk est un sous-genre, et en fait, le cyberpunk japonais est un sous-genre du sous-genre. En fait, le cyberpunk japonais a une particularité au niveau de l'histoire, au niveau de l'esthétique, qui est plus brute en fait que le cyberpunk habituel. Tout ce que je vous ai dit à propos des multinationales, les théories du complot, etc. En fait, dans la réalité, le cyberpunk japonais va plutôt s'attarder à quelque chose de plus brut de pomme, avec des histoires souvent incompréhensibles, et beaucoup plus axé en fait sur les hommes, sur le mélange avec des machines ou directement un contre-coup avec les machines. C'est très Cronenbergien avec du métal, quoi. Exactement, on se rapproche vraiment de Cronenberg en fait là-dessus. Donc c'est vraiment un sous-genre particulier. Je préférerais préciser ça parce que bon, vu la définition que j'en ai donnée tout à l'heure, on n'est pas exactement dedans. Pourtant, pour moi, quand on parle cyberpunk, je pense tout de suite à Tetsuo. En fait. Et justement, le truc qui est de très marrant, c'est qu'en fait, c'est William Gibson lui-même qui a dit que Tetsuo était à ses yeux le film cyberpunk par excellence. L'essence même du cyberpunk, c'est Tetsuo. C'est vraiment dans ce parti pris brut. Mais quand je dis brut, c'est pas que brut de décroffrage, c'est brut en tout. Voilà, c'est l'essence absolue du cyberpunk. On est d'accord que Akira est l'autre grand film cyberpunk japonais, mais il fait plus le pont avec le cyberpunk occidental. Exactement. Et Burst City, c'est cyberpunk ou Sogoichi, ouais. Ouais, j'ai jamais vu, mais par contre. Mais justement, Sogoichi cité, fait partie des très très grandes influences de Shinya Tsukamoto. Meatball Machine aussi. Donc en fait, plus récemment, ouais. Ghost in the Shell, forcément, non? Ghost in the Shell aussi, mais dans un style très différent aussi. En tout cas, Tetsuo, le film à la base est donc un court-métrage qui est Phantom of the Regular Size, qui était un court-métrage de 8 minutes qui avait quand même assez marqué. Un petit peu cheap par certains moments, mais où il y avait déjà tout dedans en fait. Par la suite, il a fait les aventures de Don Shokozo, qui est donc l'histoire d'un garçon qui a un poteau électrique dans le dos.
Oui, c'est connu ça. Qui est connu, qui a eu des prix. Qui n'a pas été refait derrière après, il n'y a pas une version plus récente de ça. Non. Il est bien ce court-métrage, ouais. Et le court-métrage est bien. Et en fait, en gros, il y a une évolution qui a été faite comme ça entre Fantôme qui avait tout, le visuel, même si c'était en couleur, les effets spéciaux particuliers, mais je vais y revenir. Et ensuite, toutes les expérimentations qui ont été faites sur les aventures de Don Chocoso, justement, ont été reprises pour arriver à Tetsuo. Donc ce qui fait la particularité esthétique de Tetsuo, c'est un film en noir et blanc, très contrasté, avec beaucoup d'effets de pixelation. Donc les effets de pixelation, c'est les effets d'image par image. Mais les effets sont pas juste pour faire de l'animation pure, on est là aussi pour du montage. Et au niveau du montage, c'est un truc de furieux. Le principe en fait de Tetsuo, c'est donc de parler de la société japonaise via cette métamorphose de l'homme. C'est une allégorie sur le côté aliénant de la société japonaise. Le film de Tsukamoto au début, c'est ça quasiment. Boulet de balette. Tout à fait. Et toute cette énergie du film, c'est littéralement un cri de rage et de haine vis-à-vis de la société. Où, en gros, tout ce qui t'attend, c'est d'être un salaryman. Et tu vaudras jamais mieux que ça. Et ce cri de rage, c'est juste... ça vous décrasser les neurones. Quoi. Et un petit mot sur la pixelation. Donc, en gros, c'est de la stop motion, comme voilà, c'est Gromit, sauf que c'est fait avec des images live. Ouais. Et un film français est très inspiré de ça. C'est Gisèle Kérosène de Yann Kounen, qui est son premier court-métrage, qui est je crois, doit tout à voilà, justement, voilà, pour la petite anecdote, la sortie française, ils avaient fait un duo avec Vibroboy. Avec Vibroboy. Moi, j'ai découvert comme ça. Et Tetsuo et Vibroboy, donc au Haute-Feuille, je crois. C'était Réseau Film, sortait le film. Au Haute-Feuille, c'est sorti en quoi, 96, 97, je crois 96, 97. Et donc je suis rentré totalement vierge, je suis sorti sacrément dépucelé. C'est-à-dire que ça a été un putain de choc. Je suis sorti, mais je suis rentré dans le métro et j'avais l'impression que tous les éléments métalliques de la station de métro allaient me sauter à la gueule. Enfin vraiment, c'était une espèce de, je suis sorti dans une espèce de transe incroyable. Le film m'a marqué à vie. Je me rappelle d'images qui me quitteront jamais, comme la bite en forme de, la scène de cul complètement barge. Le film est contrairement à ce que beaucoup de personnes, parce que j'ai montré ce film à plusieurs personnes et cette fameuse scène de la bite, on m'en parle pas du tout. On m'en parle très souvent, limite en me disant que c'est gratuit, mais non, pas du tout. Dans la société japonaise, la sexualité c'est quelque chose de très important. Et voilà, enfin là il y a un message. Chaque image, le film est court, on n'est pas là pour aller dans la digression ou autre. On va à l'essentiel. Tout ce qu'il y a dans le film a un sens, même quand ce n'est que visuel ou voilà. Il y a des choses qui vont vous paraître super bizarres, qui n'ont rien à foutre là. Non, tout a un sens. Je vais vous dire une connerie, mais c'est un truc vrai, mais que je pense. Le film a un côté des fois roman photo, dans le sens où des fois il y a des photos fixes. Ouais. La pixelisation, c'est un enchaînement photo. Et si vous avez l'occasion un jour de voir les premiers courts-métrages de Bruno Forzani et Hélène Cattet, c'est pareil, c'est ce côté succession de photos qui crée le mouvement. Donc il y a un côté saccadé, forcément, parce que il n'a pas les moyens de faire une vraie animation. Et il y a ce côté vraiment. En fait, il n'y avait pas de thunes aussi, donc il fallait qu'il tourne. C'est une utilisation de la persistance rétinienne. Voilà, quoi. Et sa suite /remake est aussi un sacré film. Généralement considéré comme un compagnon de route, donc Tetsuo 2, qui est là en couleur. Les thèmes sont pas tout à fait les mêmes, mais on est toujours dans un cri de rage. Et par contre, je tiens à défendre absolument Tetsuo 3 qui est c'est nul à chier. Non, Tetsuo 3 est un très grand film, je le pense sincèrement. Là, c'est les armes à feu, c'est plus le métal, c'est armes à feu. C'est un très grand film qui doit malheureusement impérativement être vu en salle. Je vous jure, en salle. Je l'ai vu en salle. C'est une expérience de malade. Il y a un jeu sur la langue qui est vraiment super intéressant. Certaines personnes trouvent que le mec joue mal, mais non, il y a un truc très particulier qui est fait sur la anglaise. C'est tourné en vidéo déjà, ça aide pas le film, je trouve. Non, c'est aussi un choix et c'est ce qui fait l'ambiance du film. Je suis pas fan de Tsukamoto moderne, on va dire. Mais depuis Gemini, je suis plus trop quoi en fait. Gemini, non mais Gemini c'est bien. Non mais depuis j'aime bien Gemini. C'est depuis Snake of June que j'ai lâché l'affaire. Kotoko, tous les derniers, j'ai trouvé ça nul. Tetsuo 3, je veux juste préciser un dernier truc, c'est qu'il y a une scène avec une sorte de GIGN japonais qui va essayer de le cueillir.
le montage est tellement fou, tellement furieux, qu'on n'est même plus dans le principe d'essayer de comprendre ce qui se passe géographiquement parlant. Le mec, il arrive carrément à nous mettre dans l'état d'esprit de ces mecs qui comprennent pas ce qui se passe, qui chient dans leur froc, et juste c'est le chaos total. Cette scène me fait beaucoup penser à George Miller, aux scènes au pic tout à fait, Mad Max, où vraiment en fait tu t'essayes plus de réfléchir où t'es, tu prends juste tout dans la gueule. Quoi. Et Laurent dit que Tetsuo 2 est en couleur, c'est qu'on n'a pas dit que Tetsuo 1 est en noir et blanc. Si, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Ah, merde, alors, Et donc et Tetsuo 3, parce que alors là par contre je vais faire un petit hommage à Laurent qui était là donc pour le Tokusatsu, avec qui j'avais eu cette discussion. Lui ne voulait pas voir Tetsuo 3 parce qu'il me disait j'ai pas envie de voir un mec de 50 ans qui me ressort un message de quand il avait 25 ans, je veux pas voir un film de rebelle de 50 ans. Et justement, non, Tetsuo 3 est un film intelligent puisque c'est justement un mec de 50 ans qui va donc faire une suite et qui sait très bien que ce cri de rébellion qu'il avait à l'époque, déjà il pense plus pareil. Et c'est une réflexion sur comment tu évolues dans la vie. Voilà, quoi. Et dans les enfants de Tetsuo, un film qu'on a parlé ici dans le Toku, c'est Ike Hider qui peut être vraiment considéré comme un des enfants. Voilà, Tout à fait, ouais. Moi, je peux donner mon avis. Vas-y. Non, c'était un film fatigant en fait. C'est comme ça que t'as perdu ta voix. C'est pas, je le dis pas négativement, mais c'est tout le temps stimulant. Donc du coup, chaque image, comme tu dis, apporte quelque chose. Et heureusement qu'il est court parce qu'en fait c'est assez épuisant comme expérience. Mais c'est une expérience physique ce film. Ça, exactement. C'est comme de discuter avec moi, quoi. Ça va très vite. Exactement, à peu près. Mais c'est plus agréable Tetsuo. On passe au film de Laurent. Tout à fait. Moi, je vous emmène aux États-Unis en 1995, enfin, en tout cas, date de tournage, mais sinon, le 31 janvier 1999, à l'époque où se situe le film, on est en Californie. On est sous la direction de Catherine Bigelow, avec un scénario de James Cameron et de Jay Cox, scénariste qui n'a quasiment écrit que 5 films, je crois, mais pas des moindres. Le temps de l'innocence, Gangs of New York, Silence, ça va, tranquille. On parle bien sûr de Strange Days, donc de Catherine Bigelow. C'est marrant. Production James Cameron, scénario James Cameron. Comme Alita, cohérence. On n'en avait pas dans le podcast, il le faisait pendant Terminator 2, je crois qu'il pendant Terminator 2, il allait aider Bigelow à préparer le truc, ou je sais pas quoi, il n'y avait pas un truc comme ça non, au niveau des dates, ça coïncide pas. Non, je crois pas. 1995 en plus. Talal. Il vient un autre film pendant ce temps-là, peut-être c'était True Lies, je sais pas quoi, mais en tout cas il prépare un truc. Et donc, Strange Days, de quoi ça parle ? Ça se passe donc à la veille du passage à l'an 2000 en Californie. On est dans un film de SF puisque le film a été tourné en 95, donc voilà, léger fast-forward de 4 ans, dans une société qui ressemble beaucoup à celle de 1995, encore un peu plus pété du casque, surtout en Californie qui est un peu partie en vrille, notamment avec beaucoup de tensions raciales. Il faut savoir que James Cameron a eu l'idée du scénar après la relaxe des flics qui avaient tabassé Rodney King. Tout ça, ça avait été déclenché par une vidéo. Tout le scandale de Rodney King qui avait été filmé par quelqu'un, et donc James Cameron, en extrapolant sur cette idée, a imaginé une espèce de machine donc, qui existerait dans le film, qui se fixe sur la tête, qui s'appelle le squid. En effet, ça ressemble à une espèce de, c'est un peu mou, ça ressemble à une espèce de pieuvre. En fait, voilà, ça enregistre ce que vous voyez à travers vos yeux. Et tout, l'odeur, tout, et ça les enregistre sur des mini-disques, parce qu'à l'époque, du coup, le truc le plus hip en matière de stockage de données, c'était le mini-disque. Voilà. Et ensuite, si quelqu'un se repasse ce film qui a été filmé à partir du cerveau de quelqu'un d'autre, il va ressentir exactement les choses qu'a ressenti cette personne en voyant à travers ses yeux ce que cette personne a vu. Donc voilà, c'est pas ultra simple à expliquer. C'est la réalité virtuelle en version voilà, c'est la réalité virtuelle, sauf qu'en fait on n'est pas libre, on a l'impression d'être libre, mais parce que en fait notre système nerveux est parasité par celui de la personne qui a vécu l'événement. Mais voilà, on voit comme si on y était. C'est la réalité virtuelle où il y aurait tout le son, tout. Voilà. C'est Vie ma vie en VR. Voilà, exactement. Et donc il y a le personnage de Ralph Fiennes qui est le héros, qui est un ancien flic qui est devenu dealer de films filmés par les Squid. En fait, il fait tourner des films, genre des films de cul, des nanas qui se papouillent, des trucs comme ça. Il fait des braquages, etc. Et puis il propose de vendre ça comme de la drogue, en fait. Et sauf qu'un jour il tombe sur un enregistrement
d'un rappeur qui s'est fait tuer par les flics lors d'un contrôle routier par des flics racistes, sauf que les flics ont essayé de camoufler ça en guerre des gangs, et lui en fait avec cet enregistrement détient cette preuve que c'est un crime raciste, et il va être coursé par pas mal de monde à cause de ça. Donc voilà, c'est donc réalisé par Catherine Bigelow qui avait fait avant Point Break, et qui n'avait pas encore explosé, même si Point Break était un film qui était assez qui avait plutôt bien marché. Blue Steel aussi. Comment ? Blue Steel aussi. Lequel ? Ouais, Blue Steel aussi. Blue Steel, ouais, voilà. Curtis, ouais. Voilà, mais elle n'avait pas encore l'aura oscarisable et oscarisée qu'elle a eu ensuite avec The Hurt Locker et l'autre film dont le nom m'échappe, voilà, Zero Dark Thirty. Ça a été un peu pour elle le film de la descente aux enfers, parce que ça a été un énorme four, Strange Days, il faut savoir, quand le film est sorti. Après, elle a fait Le Poids de l'eau, qui n'a pas eu une presse extraordinaire, même si je trouve le film intéressant. Mais voilà, et après elle a eu une longue traversée du désert, donc avant de Cédric en fait tomber son stylo. Cyril, putain. Alors, Cédric. Ok. Cyril en fait tomber son stylo. Voilà. Donc Strange Days, moi je l'ai vu en salle quand il est sorti à l'époque et je l'avais pas revu depuis. J'avais été vachement impressionné par le film, mais je me souvenais d'une fin très ratée. Voilà, Cyril refait tomber son stylo, donc on va lui confisquer son stylo. C'est fait. Voilà. Attention, ne te gratte pas les couilles, Cyril. Ouais. Tout le monde le saura. Et finalement, en revoyant le film, alors non seulement je trouve que cette fin n'est absolument pas ratée, c'est encore un triple climax à la Cameron déjà. Donc non seulement elle n'est pas ratée, mais je la trouve même d'une intensité assez folle. Ouais, la fête de l'an 2000 en gros, c'est ça. En fait, quand la confrontation finale avec les flics au milieu de la foule, pendant que les gens s'apprêtent à faire la fête pour l'an 2000, et je suis pas loin de considérer que c'est un des meilleurs films des années 90. Je trouve qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre, parce que moi je dis chef-d'œuvre. Parce qu'on est dans un scénario qui est à la fois politiquement assez couillu. On est dans un suspense quand même assez démentiel. En termes de mise en scène, je vous raconte même pas, parce que la mise en scène des souvenirs, enfin des films VR entre guillemets, elle est complètement barge. C'est du steadicam, c'est du mini steadicam. Il faut savoir qu'ils ont séquence d'ouverture. La séquence d'ouverture est un long plan séquence de je sais plus 6-7 minutes, qui est découpé en trois plans qui ont été raccordés lors de mouvements de caméra, mais qui sont invisibles. Il faut savoir qu'en fait pour le film, ils ont dû créer une caméra qui n'existait pas, c'est-à-dire un mini steadicam qui tient dans la main. Ça a été créé avec James Murrow, qui est un des plus grands opérateurs Steadicam, réalisateur de Street Trash, et qui a bossé avec Cameron sur Abyss, sur Terminator 2. C'est l'ancêtre de la GoPro en fait. Voilà, il c'est me semble ça. qu'ils l'ont pas testé sur une séquence de Point Break avant une poursuite. Ça tient dans la paume de la main, je crois. En fait, ils ont mis un an à développer. En fait, avant de lancer le film, ils ont passé un an de développement rien que pour trouver comment mettre en scène les scènes de VR. Pendant un an, ils ont bossé que là-dessus. Donc, et c'est. Et les séquences qu'on a pas dit, elles sont au niveau des yeux, donc c'est voilà, point of view, voilà, comme dans Maniac, le remake. Et c'est genre un mec, il court sur un toit, il saute au-dessus du toit, il s'accroche, il tombe. Et en fait, il y a zéro CGI, c'est que du live action, et c'est à tomber par terre. J'avais une question, je me souviens, je l'ai pas revu. Est-ce qu'il y avait un effet fisheye justement dans le. Pas trop. Un tout petit peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, en fait, pour que ce soit pas pour que ce soit pas exagéré non plus, tu vois. Et en plus, c'est filmé en scope. Ça aurait été assez étrange d'avoir justement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop insisté sur le fisheye, comme c'est filmé en scope, ça aurait fait assez bizarre. Donc le chef-op qui a supervisé tout ça, c'est Matthew Leonetti, qui a bossé sur Poltergeist, sur Commando, 48 heures de plus, L'Armée des Morts. Donc voilà, un gars solide. Visuellement, le film est vraiment à tomber par terre, même s'il est daté années 90 forcément, et c'est peut-être, on va dire, ce qui pourrait faire son défaut aujourd'hui. C'est pas le pire. Pour une nouvelle génération. Parce que les années 90, voilà, on était un petit peu dans cet entre-deux qui se cherchait entre la modernité et le côté un petit peu flashy des années 80. Donc, mais c'est loin d'être le pire. Mais c'est loin d'être le pire. Et puis le film est bardé de personnages juste énormes. Par exemple, Juliette Lewis qui joue une chanteuse punk. Juliette Lewis, voilà, qui est très troublante, parce que on pourra dire ce qu'on veut de Juliette Lewis, elle est restée, même encore maintenant, on dirait une gamine. Et sauf que là, elle est ultra sexualisée. Il y a une scène notamment en point of view à travers les yeux de Ralph Fiennes, qui se rappelle d'une fois, parce qu'ils étaient ensemble. Enfin bon, vous verrez quand vous verrez le film. Et ils sont plus ensemble quand le film se déroule, mais du coup, il a gardé les souvenirs de scènes où ils sont des câlins, et du coup, elle est assez troublante, Juliette Lewis quand même. Il y a comment il s'appelle, Tom Sizemore en méchant, gentil, on sait pas trop, pas super crédible avec sa moumoute, il faut bien le dire, mais c'est Tom Sizemore, donc le mec, on a envie de le voir à l'écran. Il y a Vanessa Williams aussi. Dialogue ordurier, non.
Non, elle s'appelle comment Angela Bassett. Angela Bassett qui a peut-être le plus beau rôle de sa carrière, alors que le Tina, film... ouais. Non, Angela Bassett, mais putain, elle est dans le film, elle est incroyable déjà de beauté. Mais... Elle est badass. Le héros, c'est un ancien flic, et pourtant elle défonce 10 fois plus que lui. Et ça, c'est un des trucs géniaux du film. Pas Cameron plus Bigelow. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre un héros masculin, mais au final à mettre vraiment un personnage féminin qui défonce. Mais je me souviens d'un article dans Impact à l'époque où il parlait des femmes fortes. Il y avait il y avait Gina Davis pour Au revoir jamais, qui était, je crois, au même moment. Il y a une troisième nana, c'était l'époque où les personnages féminins avaient des. Ouais. C'était pas genre avec des couilles dans le sens beauf, mais c'était genre bien écrit, bien mais fort. Tu vois, là on n'est pas dans Vasquez, tu vois. Là, c'est le personnage, c'est pour ça qu'il est beau. C'est que c'est à la fois un personnage putain de badass, il y a vraiment des scènes de malade avec elle, et c'est le personnage le plus touchant du film. Ouais. C'est le seul élément de sortie vers le haut du personnage principal. C'est ça, voilà. Et qu'il est sa rédemption, c'est pareil. On n'est pas foutu de le voir. Voilà, elle l'aide tout le temps, elle est vraiment touchante. Lui, elle est belle, elle est vraiment envie de la suivre, et lui, ce con, il en a que pour. Juliette Lewis et tout. Alors, en méchant, on a quand même aussi un petit duo sympathique, Vincent D'Onofrio, William Fichtner, donc ça va en termes de gueule d'enfoiré. Fichtner, bien avant. Voilà, Michael Wincott aussi. C'est vrai, Michael Wincott. Ouais, non mais juste le. The Crow. Voilà, juste le. D'ailleurs, The Crow, là, la musique Graham Revel. Voilà aussi. Donc non mais. Le film est fou. Moi, je me souvenais pas que c'était aussi bien, même si je me rappelais que c'était fort, mais en fait, le film est vraiment. Je sais pas. Il est parfait en fait, il est à peu près parfait. Et il y a une scène, et alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ça a beau être James Cameron, on est habitué à James Cameron, film un peu grand public et tout, c'est vénère de chez putain de vénère. Il y a du cul tout le temps, il y a du fuck tout le temps, c'est d'une méchanceté et d'une noirceur incroyable. Il y a une scène hallucinante de viol où le violeur branche sa victime sur la machine pour qu'elle ressente à la fois la douleur d'être violée et le plaisir du violeur. C'est hallucinant. Franchement, c'est une tuerie. En termes de cyberpunk, c'est assez génial parce que c'est très léger en fait. L'élément cyberpunk ne vient que de cette technologie. Le reste du monde est normal. Et pourtant, ça introduit cette notion qu'on est dans une société qui n'arrive tellement plus à éprouver du plaisir au fait de vivre, qu'elle n'en trouve que dans le fait de vivre ce que les autres vivent. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur le fait que le cinéma amène le spectacle ultime, la transgression ultime, le fait de voir des images créées par quelqu'un d'autre et de se projeter dedans. Enfin, c'est brillant à tous les niveaux, c'est une putain de tuerie. Tellement en avance sur son temps, c'est clair. C'est un truc de dingue. Avec un clin d'œil à William Gibson, que j'ai découvert. Alors, je l'ai pas découvert tout seul, j'ai cherché. En fait, là, je vois pas. Alors, à un moment donné dans le film, à approximativement 25 minutes de film, Ralph Fiennes rend visite à un avocat pour lui dealer des vidéos dans un bar. Et en fait, sur la table, il y a un verre qui ressemble à un martini, mais sauf qu'au lieu d'olive dedans, il y a 3 petits oignons blancs, et ça s'appelle un Gibson. Comme cocktail. Faut le savoir. Voilà. D'accord. Juste moi, quand je vois les jeux vidéo de maintenant, quand je vois la VR, toujours j'ai en tête, c'est comme quoi c'est un film qui marque. Strange Day, mais un jour on aura comme Strange Day un truc comme ça qui directement taper sur le cortex pour nous donner. Et vraiment maintenant, ça montre la force du film, que même maintenant, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, tu penses à ça en disant un jour on aura ça. Et l'anecdote, elle est très très con. Frustré que j'étais de ma jeunesse de ne pas pouvoir voir des films de moins de 16 ans au cinéma. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai été voir le premier film que je pouvais voir qui était moins de 16 ans. C'était Strange Day. Je savais pas trop ce que j'allais voir, mais comme c'était moins de 16 ans, j'ai été le voir et j'ai été cueilli. Tu m'étonnes. J'ai encore la musique de la bande-annonce dans ma tête qui passait en boucle. Elle était bien la bande-annonce. Elle était mortelle. Et puis le film, putain. Et même politiquement parlant, le film est hyper intelligent. Non, je t'étais plus. Mais la musique, c'était Skunk Anansi. Oui, tout à fait. J'ai cette clip de l'époque. Qui joue dedans d'ailleurs. Et des chansons de PJ Harvey aussi. Chanté par Juliette Lewis. Mais le clip de Skunk Anansi avait des images du film, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, on les voit dans le film. À la fin, ouais. On parle de musique, on parle de Juliette Lewis. Juliette Lewis qui a un groupe qui est mortel, un groupe de rock qui s'appelle Juliette and the Leaks. Si vous connaissez pas, écoutez, ça tue. Il n'y a malheureusement que 2 albums. Mais d'ailleurs, je me suis demandé si elle s'était mise à faire de la musique après le film, parce qu'elle est tellement bonne sur scène, bonne en performance, que tu vois qu'elle y prend du plaisir et qu'elle est faite pour la scène. Elle est clairement faite pour ça. T'avais déjà vu le film avant ou... J'avais déjà vu, j'avais complètement oublié, donc j'étais contente de le revoir. Et alors je me suis quand même demandé dans quelle mesure c'était du cyberpunk, mais tu l'as bien expliqué, donc ça va. Moi, dès qu'on a parlé cyberpunk, le premier film qui a popé dans ma tête, c'était Strange Days. En fait, je voulais prendre Akira à la base, et puis je me suis dit c'est un peu facile, et puis je me suis rappelé Strange Days. Dans la réalité, le côté cyberpunk, il y a certes, comme il l'a expliqué, le côté technologie, mais il y a aussi tout un truc sur le fait du passage à l'an 2000,
où en fait le passage à l'an 2000 est considéré comme une apocalypse. Donc, en fait, le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, ouais. La Tour Eiffel avait bugué quand même sur le décompte. Ce qui est triste après ta chronique, c'est que c'est peut-être la dernière fois qu'on parlera de Catherine Bigelow parce qu'elle n'a pas fait d'autres films fantastiques. Donc voilà. C'est dommage. Catherine, si tu nous écoutes. Grande réalisatrice, en tout cas réalisateur tout court. La Frontière de l'Aube aussi. Ouais. Ah oui, tiens, voilà, bon prétexte. Donc faudra en encore un Frontière de l'Aube. D'ailleurs, si on fait on n'a pas fait de spécial vampire. On en a parlé. C'est bien. On a même mis nos films déjà, je crois. Tu étais vachement au courant de ce qu'on va faire. Moi, je me rappelle plus. On a déjà choisi nos films. On pense tellement 12 coups à l'avance que j'ai. Mais bon, c'est vrai. Faut être là toutes les 2 semaines, faut. Bon, c'est mon tour. Vas-y. Moi, j'ai choisi Existence de David Cronenberg. Film de 1999, donc avec Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, William Dafoe, Christopher Eccleston, Sarah Polley. Donc un casting ultra sexy. Ouais, ça se pose bien aussi. Déjà rien que Jennifer Jason Leigh et Jude Law, juste une tension sexuelle au maximum. Le pitch, donc c'est Allegra Geller, donc jouée par Jennifer, qui est une conceptrice de jeux vidéo pour la firme Antenna Research, qui fait une démonstration de son dernier jeu nommé Existence, avec un X et un Z majuscule. Donc un petit groupe de personnes triées sur le volet. C'est un jeu de réalité virtuelle qui se joue avec un pod, une sorte de manette organique que l'on connecte à son corps via un cordon inséré dans un bioport au bas du dos. Et durant la démo, un homme sort une arme en criant « Mort à la démone Allegra Geller » et il tente de la tuer. Il échoue, mais du coup, Ted Pickle, en fait, donc joué par Jude Law, qui était un débutant en marketing de la boîte Antenna, mais qui du coup la faisait office d'agent de sécurité, s'enfuit avec elle et est missionné pour la protéger, puisque visiblement, il y a des intégristes anti-technologie et anti-réalité virtuelle qui cherchent à la tuer. Et donc, il commence cette cavale et en fait, pendant toute la cavale, on va se demander qui est contre elle, qui veut la tuer, qui est suspect, qui ne l'est pas. Alors, c'est un scénario original entièrement écrit par David Cronenberg. Il n'en avait pas écrit depuis Vidéodrome, ce qui est quand même du coup pas un hasard, parce que les thèmes sont quand même intéressants. Ils tournent un peu autour des mêmes choses. Donc ça parle de jeux vidéo et c'est marrant parce que le film est lui-même ludique et d'ailleurs on utilise le personnage de Ted, donc Jude Law, pour comprendre en fait l'univers, donc comme il est lui-même novice, du coup ça sert bien d'excuse pour nous expliquer les règles de cet univers, les dangers, etc. Donc on rentre hyper facilement dans le film. Mais évidemment, comme on est chez Cronenberg, le cyberpunk, la technologie, elle est organique en fait. Donc évidemment, il y a ces biopores qui sont directement dans le corps de l'homme et ces pods en fait qui sont organiques, faits à partir de chair mutante en fait, qui sont élevés dans des fermes de mutants. Et bien évidemment, tout cela est saupoudré de métaphores sexuelles puisqu'on insère des pods dans le corps, que Ted, donc Jude Law, est phobique de la pénétration. Donc autant vous dire qu'il y a plein de moments gênants, mais agréables. Bien sûr, avec Cronenberg, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et en fait, le film est ludique, je le disais, parce qu'il se décrypte. Et donc, déjà, il n'est pas très difficile à décrypter. Déjà, avec son titre Existence, en fait, il fait référence au mouvement philosophique, l'existentialisme. Et en fait, c'est un mouvement philosophique qui dit qu'en fait, l'homme est lui-même le déterminant de tout ce qui lui arrive. Donc, du coup, à partir de là, tout ce qu'il fait, toutes ses actions et toute sa morale, en fait, il en est le seul responsable. Et pendant tout le film, tout le monde se cache un peu, enfin, tout le monde prend la technologie comme excuse ou comme coupable, alors que, en gros, le titre même du film nous explique que non, c'est l'homme lui-même qui est coupable de ça. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, ce que tu disais, Xavier, c'est que le cyberpunk, souvent, c'est la technologie qui a été trop vite pour l'homme, sauf que c'est l'homme qui fait la technologie, tu vois. Donc, du coup, je trouve que ça recoupe un peu avec ça. Totalement. Donc, et ce qui est l'autre chose hyper intéressante dans le film, c'est le questionnement de la réalité, puisque en fait, sans trop spoiler, il va y avoir plusieurs degrés de réalité dans le film. Et là aussi, c'est hyper ludique à regarder parce que on est nous-mêmes questionnés c'est-à-dire qu'on a notre suspension de crédulité qui fait qu'on sait qu'on regarde une fiction, et à un moment donné du film, on se demande en fait ce qu'on avait accepté comme étant la réalité du film, si elle n'est plus la réalité du film, qu'est-ce qui est la réalité dans le film et quelle est notre propre réalité en fait. Il y a un côté une mise en abîme comme ça qui est hyper rigolote en fait. Je trouve ça hyper intéressant à regarder, je prends toujours beaucoup de plaisir à voir ce film.
Et enfin, pour finir, je trouve aussi que l'univers visuel du film est quand même dément. C'est-à-dire que aussi bien il a créé cette histoire de toute pièce, ses pods. Alors en plus, en 99, il crée quand même des objets qu'on passe son temps à tripoter. Et maintenant, quand on voit comment on est avec nos smartphones, c'est exactement ça en fait. Donc là, c'est organique, mais clairement, on est tout le temps avec nos doigts sur nos smartphones. Là, c'est la même chose. Et, tu vas donner des idées à des fabricants là. Pourquoi pas des chairs mutantes. Et c'est là où c'est un vrai film de genre, c'est qu'il y a tout cet univers visuel. Et j'ai envie juste de citer une film qui est démente, c'est la scène dans le restaurant chinois qui réunit tout ça avec toutes les références aux jeux vidéo que tous les gamers connaissent. C'est hyper facile d'accès, hein. C'est pas les gamers, enfin n'importe qui va les comprendre, mais tous ces côtés boucles, personnages qui servent des choses, actions qui en entraînent d'autres, etc. Je trouve ça hyper agréable et j'adore ce mélange-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce côté facile d'accès et ludique à regarder, et en même temps tout ce questionnement derrière sur la technologie et ce qu'en fait l'homme et comment il s'en sert d'excuse aussi pour ses actions, pour justifier ses actions parfois. Je m'en veux parce que j'ai pas eu le temps de le revoir et j'étais très curieux de le revoir parce que je me rappelle qu'à la sortie j'avais été assez déçu. J'avais pas été complètement convaincu par la façon dont Cronenberg synthétisait le principe du jeu vidéo dans sa propre vision. J'avais trouvé qu'il y avait un truc qui s'imbriquait mal, et puis surtout peu de temps après j'avais découvert un film dont on va aussi parler ce soir, voilà, et qui pour moi était bien plus pertinent et séduisant et envoûtant dans un discours qui était assez proche, c'est-à-dire les niveaux de réalité qui s'imbriquent et où on n'arrive plus à savoir où est le réel et où est le virtuel. Mais je serais très curieux de le revoir, débarrassé aussi peut-être de mes préjugés de petit con de, il a bien vieilli en plus, de 20 ans et de 22, je sais pas, 99, ouais. Moi je vais pas vous faire le calcul, mais parce que ça vous révélerait mon vrai âge et tout. Mais voilà, qui pensait un peu tout savoir, et je pense que maintenant la mise en scène et les subtilités de Cronenberg me parleront plus qu'à l'époque où je l'ai découvert. Le jeu vidéo était clairement pas une priorité à être proche du jeu vidéo, et d'ailleurs moi aussi ça m'avait aussi perturbé à l'époque, et c'est souvent ce genre on en parlait il y a pas longtemps quand on parlait d'elle et de l'approche d'un réalisateur qui a un certain âge justement et qui va traiter d'un sujet entre guillemets moderne, et finalement on s'en fout un petit peu avec le recul, et c'est ça. Moi j'ai revu le film il y a 4-5 ans, et tu dis le sujet n'est pas là, et finalement il va se servir du prétexte et du principe du jeu vidéo pour raconter autre chose. Et là, je trouve qu'il vise dans le mille, quoi, et c'est très bien. Et de toute façon, on a été très gâtés par Cronenberg dans les années 90. C'est cette autre période de Cronenberg. Ça a commencé avec le Fast and Nu, il me semble, Fast and Nu qui était déjà une putain de claque, et ça a terminé avec chef-d'œuvre. Faudrait qu'on en parle. Faudrait qu'on fasse une spéciale Cronenberg d'ailleurs. Je glisse le truc sur le tapis. Et puis je sais pas, il y a eu Spiders que j'adore aussi. Ça s'était fait tellement défoncer, Spiders. J'adore ce mais film. c'est comme Existence, si tu veux. Et avec le recul aujourd'hui, moi je suis un peu moins fan de Cosmopolis, tout ça. On se rend compte vraiment que c'est les derniers films fantastiques de Cronenberg, en tout cas à ce jour. Et putain, qu'est-ce que c'était bien, quoi. C'est vraiment la prolongation de ce qu'il avait fait. J'ai adoré sa période. Excuse-moi, vas-y. Non, mais comme tu dis, Existence, sur le moment, il a pu déstabiliser. Et en fait, je trouve qu'il gagne à être revu maintenant. Parce que c'est là que tu t'aperçois que la puissance d'un film fantastique qui a des thèmes plus profonds que les schémas qu'il peut emprunter, qui sont ancrés dans une époque, finalement, ça les transcende. Et même 20 ans après, ça passe, quoi. Et je préfère largement ce traitement à celui dont on va parler après. Moi, j'adore la période réaliste, entre guillemets, réaliste de Cronenberg. C'est-à-dire qu'il s'étend sur essentiellement 2 films, c'est-à-dire 3 avec Spider, oui. C'est-à-dire Spider. Non. Le film sur le philosophie, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, moi je pensais surtout à ce duo de films qui se répondent beaucoup, je trouve, qui sont History of Violence et Les Promesses de l'ombre, qui sont, je trouve, 2 chefs-d'œuvre absolus. Plus quand même History of Violence, mais je trouve que Les Promesses de l'ombre est vraiment très très fort aussi. Et là où justement, en fait, je trouvais qu'il y avait ce que je ne trouvais pas dans Existence. Dans Existence, je trouvais qu'il plaquait de façon un peu trop grossière son propre univers sur la thématique du jeu vidéo, et qui leur sortait quelque chose qui, pour quelqu'un qui connaît et aime le jeu vidéo, ne semblait pas très fluide. Tandis que dans Les Promesses de l'ombre ou l'autre, Les Promesses de l'ombre, tu vois, c'est le tatouage. En fait, juste sa thématique de comment la vie d'un homme la psychologie d'un homme ressort par sa chair, c'est le tatouage. Et dans History of Violence, c'était les bleus qu'une nana se faisait en se faisant baiser par son mec sur un escalier. Et je trouvais ça d'une subtilité folle, et je trouvais qu'Existence allait à l'inverse, tu vois, des symboles. Et c'est pour ça aussi qu'il est passé à autre chose aussi. Je pense que Existence, c'est un peu le point culminant d'un
d'un sujet ou de thématique qu'il a un peu exploré. En plus, il reprenait des motifs visuels de Vidéodrome. Justement, là, je suis pas tout à fait d'accord. C'est que justement, moi, je trouve qu'il y a une évolution logique. Parce que déjà, moi, en fait, quand j'avais vu le film, je m'attendais à un Vidéodrome. Donc forcément, j'ai été déçu. Le côté jeu vidéo, effectivement, m'avait déplu. Et en fait, quand j'ai revu le film, je me suis rendu compte qu'en fait, le jeu vidéo, on s'en branle complètement. Bah oui. Ça n'a aucun intérêt. Le vrai intérêt du film, c'est son approche du cyberpunk qui est assez rare. On n'est pas dans une fusion homme-machine, on est en fait dans une création de machine à partir de chair. Et là, c'est quelque chose de très différent. Ça se ressent tout de suite déjà avec les pods. Le pistolet, justement. Qui fait très Vidéodrome. Voilà. Mais tu vois, quand on voyait Exactement. ça, on avait presque l'impression qu'il était dans la redite, tu vois, qu'il n'arrivait pas à... Tout à fait, mais en fait, si tu regardes bien, tu te rends compte qu'en fait, c'est plus un film charnière pour se rapprocher littéralement de la chair. S'éloigner vraiment du côté machine. C'est la et suite de... indirectement, je pense qu'inconsciemment, il voulait déjà commencer à s'éloigner du fantastique, se rapprocher de plus en plus de l'homme. Et en fait, si vous regardez les films derrière, à chaque fois, Spider, paf, je vais rebondir, je vais me mettre dans l'humanité, toujours avec un fond un peu bizarre, fantastique, pour après arriver à des portraits d'hommes. Ouais, mais avant, regarde, il avait fait Faux Semblant. Non, mais il a raison, parce que le Festanus, c'est Existence avant, qu'en fait. Le principe de mélanger de la matière, la machine à écrire monstre. Voilà, le côté technologie, c'est vraiment ça, quoi. On suit une courbe, en fait. On se promet de se faire une spéciale Cronenberg. Il faut, c'est indispensable. Mais juste pour. Moi, je voulais parler du pistolet, parce que moi, ça m'avait marqué gamin. Quand j'ai vu le film, c'était le pistolet qui fait en os, en fait. Et ça fait penser un petit peu à ce que les pistolets qu'on fabrique maintenant avec des machines imprimées 3D. Tu vois, ça c'est hyper, enfin c'est métaphorique, c'est-à-dire que l'arme c'est toi en fait, c'est les os, c'est la chair, c'est toi qui l'as créé quoi qu'il arrive. Donc même si tu tues quelqu'un avec, et tu peux pas dire que c'est la faute de l'arme, c'est toi qui l'as créé l'arme en fait. Je dirais pas ça, je me promets, je dirais pas. Et juste, je voudrais parler de Sarah Polley, qui est une actrice qui s'est. Je sais pas si c'est son premier film qu'on l'a découverte avec ce film-là et que j'adore et que je trouve qu'il est trop peu représenté au cinéma. Très bien dans l'Armée des Morts. Voilà. Mais là, elle était un peu discrète, mais elle m'a marqué. Data Megoyan, elle était très bien aussi dedans. À toi, Cyril. Alors, en aparté, parce que quand tout à l'heure Xavier a fait la description du cyberpunk, il a parlé d'un truc d'ailleurs qui ne sera dans aucun des films qu'on a parlé ce soir, mais qui était dans un film que j'ai complètement oublié, que j'aurais trop voulu mettre, et donc je le dis maintenant, c'est Cypher. J'aurais voulu mettre Cypher, mais c'est quand il a dit les multinationales, aucun des films dont on va parler ce soir n'en parlera, et pourtant Cypher, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. De Vincenzo Natali. Voilà, donc je laisserai tout à l'heure en parler, mais voilà, je suis con, quand il a dit, je fais putain, j'aurais dû penser à Cypher. Et juste, donc, comme je vous parlais d'un film japonais, je vous le dis tout de suite, c'est Avalon. Il y a un court-métrage que j'avais vu pour le PIF, un moyen-métrage qui est génial, en stop-motion, qui fait beaucoup penser à Tetsuo, qui s'appelle Junkhead, qui est devenu plus tard presque un long, qui est visible sur YouTube. Donc vous tapez Junk, J-U-N-K, plus loin de la tête, H-E-E-D, voilà. Et c'est un truc super glauque, malsain, fait par un gars tout seul dans son appartement. Hier, le making-of est dément parce qu'on voit qu'il a construit dans son appartement minuscule japonais des décors de ouf avec des monstres animés en stop-motion et tout. Voilà, Junkhead, c'est, je trouve, une sorte de film qui pourrait très bien être un enfant caché de Tetsuo. Mais maintenant, on va parler d'un film qui apparemment va faire polémique, de ce que j'ai compris. On va parler de Avalon de Mamoru Oshii. Donc Mamoru Oshii, vous le connaissez surtout pour sa période, ses films d'animation. Donc surtout pour les deux Ghost in the Shell, qui sont ses films, on va dire, peut-être les plus connus. Juste pour situer, il a commencé à la base à faire l'animation, comme beaucoup, je pense, donc sous-traitants. Je pense qu'il devait être une petite main et tout. On l'a surtout connu pour l'univers de Lamu, en fait. Il a fait beaucoup d'épisodes de Lamu. Donc rappelez-vous, c'est ce petit personnage. C'est lui qui a réalisé le meilleur film Lamu. Voilà, il a fait Lamu, Un rêve sans fin, qui était une sorte de Un jour sans fin. Voilà, qui est un chef-d'œuvre d'animation. Une journée qui se répète dans Beautiful Dreamer en anglais. Et Lamu, qui était la création de Rumiko Takahashi, Ranma, Demi-Juliette, Je t'aime, et qui vient d'être nommé à Angoulême. Il a fait après, ça je pense que Xavier l'a vu, peut-être Laurent, un chef-d'œuvre apparemment, c'est L'œuvre de l'ange, chef-d'œuvre ultime, sublime, qui était très invisible, qui était invisible pendant des années, qui a eu droit à une ressortie et tout. Moi, j'ai jamais pu le voir. Ça a été un des premiers DivX que j'ai téléchargé. Pareil. Il était passé à Gérardmer, à CJ, je l'avais zappé. Il a fait Les Deux Pattes Labor, donc voilà. Là, vraiment, je fais la partie animation pour vous situer. Chef-d'œuvre aussi d'ailleurs. Voilà. Et il a fait un Patabord live que j'avais vu à Cannes au marché du film qui était pas terrible, mais il y avait quand même 2-3 fulgurances. Jamais sorti en France. Hein. Jamais sorti en France, mais d'ailleurs la carrière de Oshii, je veux dire, j'en ai vu pas mal après, donc Avalon, et c'est quand même devenu, à part Skycrawler, qui est un film sur l'aviation qui est plutôt bien, sympa, Skycrawler, qui est sorti en France en Blu-ray chez Wildside, mais à part ça, vraiment sa carrière elle est assez triste maintenant, et donc je vais vous parler d'un de ses, c'est pas son premier, mais un de ses premiers films en live, donc cette fois-ci avec des acteurs de chair. Il avait fait avant donc 2 films qui sont issus de la saga Kerberos. Donc il avait fait Kerberos Panzer Cup. Voilà, Panzer Cup, mais c'est la saga Kerberos. Il avait fait Red Spectacle et Stray Dogs.
Cerberus Cyberpunk. Et en fait, c'est donc 2 films live qu'il a fait très fauchés, mais qui sont dans un univers que vous connaissez un petit peu, c'est l'univers de Jinro en fait. Parce que Jinro, c'est un peu le 3e caché. En fait, c'est lui qui devait faire Jinro. Voilà. À la base, mais comme les 2 d'avant n'ont pas marché, ils lui ont dit non, on préfère que il a scénarisé Jinro, qui est un voilà. dessin animé du coup qui est d'ailleurs passé dans une nuit au pif, la nuit Japanime, qui vient d'être remaké par Kim Ji-woon qui est sur Netflix. Voilà. Et pour cette série-là, je tiens aussi à préciser, c'est pas juste 3 films. Il y a aussi il y en a plein d'autres en animation. Il y a une série radiophonique, il y a manga, il y a livre. Enfin, voilà. c'est un univers très très large. Avec ses personnages armés, avec les fusils. Voilà. Si vous avez Jinro, c'est ça. Donc il avait fait ses 2 premiers films en live, qui sont des moyens métrages très fauchés, mais avec des bonnes idées. Et Avalon, c'est vraiment son tout premier film. Il l'a fait juste après Ghost in the Shell. D'ailleurs, il a rien fait entre Ghost in the Shell et Avalon. Il y a 95 pour Ghost in the Shell, 2002 pour Avalon. Et donc voilà, il a mûri ce film. Il l'a tourné en Pologne, ça c'est important. Il a tourné, le film est en polonais d'ailleurs, c'est la langue du film. Je vais essayer de vous. Alors, comme je suis nul en résumé, j'ai récupéré un résumé sur Allociné pour vous donner un peu l'histoire, mais. C'est un film très compliqué, un peu de l'histoire. Voilà. Donc, dans une ville fictive d'Europe centrale, Ash, donc le personnage principal, est une accro de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Solitaire, le seul compagnon qu'on lui connaisse est son chien. Ça, c'est important chez Yoshi, le chien. On en parlera après. Elle était membre du groupe Wizard, constitué de véritables aficionados d'un jeu de guerre illégal nommé Avalon, en référence à l'île légendaire où reposent les âmes des héros. Mais depuis que la bande s'est dissoute, Ash joue seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant Murphy est devenu un zombie, un non-revenu, donc il restait bloqué dans le jeu. Ce dernier était pourtant un joueur talentueux, donc son sort l'intrigue, et elle décide de refaire le chemin qu'il a pris en jouant dans une zone interdite baptisée classe A. Pour y parvenir, elle doit suivre l'ombre d'une mystérieuse petite fille aux yeux tristes. Voilà, donc ça parle de jeux vidéo, mais comme on est chez Yoshi, vous attendez pas à voir Mario en live ou Sonic. C'est plus le principe de niveau, d'accomplissement. Voilà, donc on suit des passages dans le monde réel, et c'est des passages très beaux. On est en Pologne, du coup, on a en plus tout le film est retravaillé visuellement, c'est tout sépia, chaque image est quasiment pas naturel, donc il y a des passages dans le monde réel qui sont assez désespérants, et les passages dans l'univers jeu vidéo sont aussi désespérants mais différemment. Comme toujours chez Yoshi, il y a une passion pour tout ce qui est guerrier, donc il y a des vaisseaux hallucinants, des sortes d'hélicoptères robotisés. C'est un fétichisme typique japonais, ce côté mecha et armes de guerre, parce qu'il a chopé je crois les armes des tanks vraiment de l'armée polonaise. Il fait gaffe et tout. Et en fait, on avait passé d'ailleurs le film au pif, et quand Fausto l'a présenté, il avait dit que c'était du military porn, c'est ça le terme qu'il utilisait, military porn et tout quoi. Donc voilà, donc tourné en Pologne, voilà. Il faut savoir que le film a été accusé par un magazine français d'être un film nazi. Parce qu'il y a des chars. Il y a des chars. Voilà, quel magazine autant aller jusqu'au bout là. Je tiens quand même à préciser. L'écran fantastique. Et le même mois, ils avaient mis 4 étoiles, Visiteur 3. Je tiens à préciser que le military porn, comme il l'avait si gentiment dit, c'est quelque chose que tu retrouves même chez Hideaki Anno, par exemple. Oui, Evangelion, Godzilla. Et on en a parlé d'ailleurs pour Godzilla. Après, de toute manière, Oshii, il a souvent été, comme d'autres créateurs japonais, un petit peu taxé d'une certaine fascination pour le militarisme, autoritarisme, notamment surtout avec les Kerberos Panzer Corps. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'il y a un trouble. Il y a un truc, c'est que les Japonais ont été, donc il y a eu la guerre et tout, il y a eu l'occupation américaine. Interdiction de posséder des armes. Il y a une sorte de fascination pour le Japon. Il y a qu'à voir que le airsoft, donc d'avoir des répliques d'armes identiques qui tirent des billes, c'est vraiment. Les Japonais ont un rapport c'est vachement, et je fais un raccourci énorme, mais en gros il y a quand même quelque chose là. Et donc Avalon parle du jeu vidéo, parle des obsessions de Oshii, donc c'est-à-dire les chiens. C'est très important. C'est l'humanité dans le film, c'est le chien, c'est ça qui représente l'humanité. Son chien. Le chien a une très grande importance dans la fin du film. Et je peux pas ne pas parler du film sans parler de Kenji Kawai et de la musique d'Avalon, qui pour moi c'est pour ça que j'aime ce film. Ce film est très compliqué, et moi qui je suis toujours perdu quand je le vois, mais ces images, mais dingue, c'est beau, c'est d'une beauté hallucinante, avec cette musique orchestrale. Ça pour moi, c'est à la limite du rêve. En fait, c'est un film que je trouve. J'aurais du mal à expliquer pourquoi j'adore, mais c'est parce que c'est très mélancolique en fait. En même temps, on voit tout ce qui déconne. Le film est maintenant est forcément fragile visuellement parce que il a vieilli et qu'on nous on était déjà vieux à l'époque. On était déjà en retard. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est pas faux. Les effets spéciaux, c'était pas Matrix. C'était un peu après Matrix. Moi, je sais que je le vendais des potes en me disant tu verras, c'est comme Matrix, il y a plein d'effets spéciaux, mais c'était pas. Mais en même temps, déjà, c'est la façon dont ils les utilisent est radicalement différente. Il n'utilise pas les effets spéciaux pour en mettre plein les yeux, il les utilise pour créer des ambiances. Moi je me rappelle quand j'ai découvert son film suivant, Innocence, Ghost in the Shell 2, où je m'attendais vraiment à repartir dans le côté un peu polar cyberpunk et tout, et que tu tombes sur une espèce de poème visuel chiant, mais alors en matière ça va encore plus loin, parce que Avalon est quand même donc un film dont le but est de te perdre
de brouiller les pistes entre les différents univers. Et Ghost in the Shell 2 va encore plus loin et c'est encore plus fascinant. Et pour les effets spéciaux, on parlait de la thème, il y a quand même des idées. Genre, par exemple, au début, quelqu'un meurt et se met à figer. Et en fait, la caméra va se déplacer. Et comme un pixel, c'est important au jeu vidéo, il va être à plat. Et ok, c'est pas des beaux effets spéciaux, mais c'est des idées assez dingos. Et donc, il a utilisé, donc c'est quand même dingue, un japonais qui part en Pologne, qui du coup, à la base, voulait utiliser une équipe japonaise, mais sinon, utiliser les équipes polonaises, donc un chef opérateur, tout, des gens sur place, voilà. Et ça donne un aspect très fort au film. Parce que je pense que le cinéma d'Europe de l'Est n'était pas au plus fort à ce moment-là, quoi. Et pourtant, ils ont une culture assez dingue. Enfin, on voit les films tchèques, les films hongrois. Il y a quelque chose quand même de là-bas, quoi. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce film a une patte unique. Et pourtant, c'est du cyberpunk. Je pense que là, on peut pas revenir là-dessus. Ça parle de jeux vidéo et ça parle de l'humain qui se projette. C'est un peu une suite d'ailleurs d'Existence et de Strangeness. C'est le même délire on ne sait pas où on est et tout. Voilà. Donc, mais Talal, pourquoi tu as des choses à dire. C'est plus par rapport à Mamoru Oshii. J'adore. Son cinéma me fascine, mais en même temps me laisse hermétique. Et ça a été le cas déjà à l'époque sur Ghost in the Shell. Et pareil, sur Avalon, il m'a refait le coup. C'est un film que j'attendais énormément. Je me rappelle, la presse déjà m'avait bien chauffé, même la presse jeux vidéo aussi en parlait à l'époque. Et donc j'y suis allé tout excité. Et alors c'était en 2002. Entre-temps, j'ai un peu plus j'ai pris un peu plus de bouteilles. Mais oui, et du coup, le film m'a laissé un peu de marbre en fait. J'ai pas, voilà, c'est cette façon en fait de ne pas t'inviter dans le film. Voilà, c'est ça, c'est un refus d'accessibilité en fait qui est constant chez Oshii, qui fait qu'il se place souvent au-dessus du spectateur et Pour moi, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il fait. Il est un peu autiste. Moi, j'adore. Oui, il est un peu autiste. Mais moi, j'adore vraiment le cinéma de Mamoru Oshii. On taxe souvent sa manière de montrer le rapport entre l'humain et la machine et de trop montrer sa préférence, qui n'est clairement pas l'humain. Qui est le chien. Oui. Et c'est pas pour déconner que je dis ça, mais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il y a un côté sur les machines, les robots, tu sens que ça le fait plus kiffer que l'humain. Et c'est vrai que du coup, ce côté froid, il se ressent énormément dans ces films. Je peux comprendre aussi que ça puisse rebuter, quoi. Mais à tous les coups, ça m'a fait Ghost in the Shell 2. J'y suis allé le Day One et pareil. T'as envie d'aimer parce que l'image te parle et tout, mais globalement, le lien est pas là, quoi. Et la première chose que j'ai fait en sortant du ciné après avoir vu Avalon, je me rappelle, c'était sur les Champs-Élysées. Je suis allé au Virgin et j'ai chopé la BO. Parce que la BO, par contre, elle m'a laissé une trace jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle encore d'une BO. Et juste marrant, c'est qu'il parlait de la date de sortie. Tu l'as pas, Cyril Espère, tout à l'heure? Non, on verra ce que je passerai. Mais quand j'ai vu le film, c'est dans un festival à Lyon qui s'appelle Asie Expo. Et pour dire, c'est comme une époque de dingue à l'époque. L'ouverture du festival, c'était Time and Tide. La clôture du festival, c'était Avalon. Et au milieu, il y avait Battle Royale, quoi. Dans une semaine, je me suis quand même tapé ces trois-là. Voilà. Il y avait Gojo aussi qui était un peu moins bien, mais qui voilà. Ouais, c'est bien Gojo. Voilà. Mais globalement, à l'époque, le cinéma asiatique était ça a envoyé du bois quand même. Voilà, quoi. On termine avec le fil de Talal. Ouais. Alors c'est marrant parce que finalement je vais aussi parler de jeux vidéo. Alors là c'est très différent du traitement. Pour le coup c'est radicalement différent d'Existence et de Avalon. C'est quelque chose qui est, on va dire, un peu plus popcorn et un dilemme s'est posé aussi parce que quand j'ai choisi ce film, après j'ai repensé à un autre, je me suis dit ah merde, et effectivement c'était Cypher de Vincenzo Natali. Parce que c'est une bombe et qui, je crois, trop méconnue et dont personne il faut vraiment parler. Donc je pense clair. Que ça sera peut-être un œil du pif Déjà, il y a prochainement. Lucidio dedans. Donc on ne parle pas assez de Vincenzo Natali. Et la musique est démente du film. Ouais. Tout le film est bien. Tout est bien. C'est un twist de ouf. Enfin, c'est un film. Ouais. Je me souviens quand je l'ai vu, j'ai fissuré. Je parlais que de ça à tout le monde à l'époque et tout. Claquage de beignet. Mais vraiment, pour le coup, si vous avez jamais vu Cypher, donc comme tu dis, c'est le mec qui a fait donc Cube, qui a fait Splice, Nothing et tout. Voilà. Et c'est un de ses films un peu cachés dans sa filmo. Alors pourtant il a pas eu beaucoup de films, le pauvre Nathalie. Son dernier film, c'est un film de maison hantée, Hunter, qui était pas terrible, qui était pas génial. Non, par contre il a fait d'excellents épisodes de séries télé, notamment sur Hannibal. Il a fait aussi, les meilleurs épisodes Black Mirror. Il a pas bossé dessus, non? Je sais pas. En tout cas, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il revient très bientôt avec un film Netflix. Et c'est du long métrage. Nathalie manque au cinéma, donc voilà. Donc t'aurais voulu mettre ça. Et moi aussi, quand tu l'as dit, les multinationales, j'ai dit mais putain, pourquoi j'ai pas pensé à celui-là? Je suis con. La prochaine fois, demandez-moi. Ah, mais...
Et il y avait un autre film auquel j'ai pensé que j'ai pas pris non plus parce que je savais pas comment mettre la main dessus. C'était Nirvana. Le nom du réel m'échappe. C'était le mec qui a fait l'été où j'ai grandi là. Gianluigi, je sais pas quoi. C'est italien. Avec Christophe Lambert et tout. Exactement. Alors finalement, j'ai pris un truc, comme je vous disais, beaucoup plus popcorn. C'est Tron Legacy, un film que j'ai décidé de réhabiliter ici ce soir. Donc c'est quoi Tron Legacy? Donc c'est bien la suite du film culte des années de 1982 de Steven Lisberg, réal qui n'a pas fait grand chose après malheureusement. Donc Tron déjà à l'époque c'était révolutionnaire. C'est la première fois qu'on voyait un personnage entrer dans un jeu vidéo, alors que notre monde connaissait à peine les ordinateurs en 1982. Et déjà à l'époque c'était fou visuellement parce qu'on avait une DA, en fait principalement parce que deux personnes très importantes dans l'univers de la direction artistique ont travaillé dessus. C'était Sid Mead qui a entre autres bossé sur Star Trek, le Robert Wise, Blade Runner 2010, Short Circuit, Aliens, Time Cop, Strange Days et récemment Elysium. Et l'autre personne très importante c'était Moebius. Donc quand on pense à Tron, le film de 82, on pense à cette patte visuelle en fait, même sans avoir vu le film, on reconnaît, on pense au costume, on pense au look, et je pense que ça n'a pas échappé à ce producteur donc, qui est à l'origine de Tron Legacy, c'est Sean Bailey, qui est aujourd'hui le président de Disney Pictures. Donc Sean Bailey voulait absolument faire Tron 2, et ce qu'il a fait, c'est une sorte de sondage en fait. Il a rencontré Joseph Kosinski, qui est donc le réalisateur du film, qui est un mec qui vient de la pub principalement, et qui est surtout avant tout un architecte. Et je pense que ça se ressent dans ses films. Donc Joseph Kosinski, c'est son premier film, et j'ai jamais pu comprendre comment Kosinski s'est retrouvé sur un projet de 170 millions de dollars pour une première œuvre. Mais toujours est-il, ils font une sorte de teaser qu'ils vont montrer au Comic-Con, et qui n'annonce même pas, ça arrive à la suite de plusieurs conférences, et d'un coup, poum, on voit les motos, Tron, et le teaser terminé avec Jeff Bridges. Et là, les gens sont devenus fous, et là, les mecs ont compris, ils ont dit, ok, le baromètre est plutôt positif, on va lancer le film, et 3 ans après, le film sort en salle. Et là, beaucoup de gens disent c'est une très belle coquille vide. Alors, oui et non. Et plutôt non. Alors, il faut savoir que Kosinski, c'est quelqu'un de très visuel, donc ça se ressent effectivement, et c'est ce qui est le plus mis en avant dans le film. Et c'est pas anodin, c'est le grand copain de David Fincher. Et d'ailleurs, Fincher a eu un grand rôle dans le film, ça s'est pas officiellement pas dit. Donc de quoi ça parle, je vais faire un pitch rapide. Donc c'est Sam Flynn, donc le fils donc de Jeff Bridges, qui cherche son père parce qu'il a disparu en 1989. Et donc il se retrouve en menant une petite enquête, il se retrouve dans son ancien atelier et lui-même projeté à nouveau dans The Grid. Donc The Grid, c'est la grille, cet espace, l'univers qu'avait créé son père 30 ans avant. Et là, donc, il se retrouve très rapidement capturé par un homme qui apporte les traits de son père, sauf que ce n'est pas son père, c'est un programme que son père a créé qui s'appelle Clou. Et très rapidement, il est sauvé par Cora, un autre personnage, donc un autre programme, comme on les appelle dans le film. Et Cora va l'amener chez son père, donc Jeff Bridges, qui lui apprend que Clou a pour projet de faire une armée qui va attaquer le monde. Notre monde donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un premier film, et c'est aussi un gros challenge technologique. Pourquoi ? Parce que le film c'est quasiment que du CG, même si la plupart des éléments, on va dire tangibles, ont été tournés sur ils ont fabriqué vraiment des bases de vaisseaux pour ensuite les compléter en CG, ou des bases de motos, etc. Et aussi parce qu'ils ont pris, et ça c'était assez nouveau à l'époque, l'idée de rajeunir un comédien. Donc on avait déjà un peu vu ça dans X-Men de Brett Ratner, il me semble. Ça marchait pas super. Là, c'est pas que ça marche mieux, mais vu que y a quelque chose de dramatique qui se produit, on va dire, narrativement, via ce personnage, il y a quelque chose qui fonctionne mieux dans la tête du spectateur, en tout cas à mon goût. En plus, tu es dans un contexte jeu vidéo, d'une simulation informatique, donc le fait qu'il y ait un côté imparfait n'est pas choquant, quoi. Tout à fait. Complètement. Et d'ailleurs, c'est pas le challenge technique ne s'arrête pas que là, parce que le film a été tourné en 3D, donc vraiment en relief, et surtout des séquences qui fonctionnaient en IMAX. Moi personnellement, je suis allé voir le film 2 fois la même semaine,
parce que c'était une putain de claque sensorielle en fait. Et avant tout, pourquoi et je pense que Cyril, tu vas aller dans mon sens, peut-être vous aussi, les autres, vous aussi. Daft Punk. C'est Daft Punk, c'est la musique. Ça tue. C'est la force de ce film. En fait, Tron Legacy, c'est un gros clip de 90 minutes. Mais j'allais te dire, pour moi, c'est Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk. Et les images aussi, parce que Oui. les images. Mais la musique est sont tellement complètement ouf que Et ça alors, emporte tout, quoi. J'ai essayé de creuser un peu, parce que c'est une BO que j'écoute encore aujourd'hui, presque 10 ans après, et assez régulièrement. J'ai essayé de creuser comment ça s'est passé, en fait, la collaboration entre Daft Punk et Kosinski. Alors, non, justement, c'est pas ce que j'ai. Apparemment, c'était l'horreur, apparemment. Alors, Ils veulent pas plus du jamais tout. bosser avec un studio, ils ont dit. Alors, peut-être de leur côté, mais en tout Ouais. cas, de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu plusieurs interviews là-dessus, apparemment, Disney leur a donné une bénédiction totale, à tel point que ce qui s'est passé, c'est assez inédit. Pour l'écriture de musique de film, Daft Punk a commencé l'enregistrement, a commencé à travailler sur la BO 19 mois avant le tournage. À tel point que quand ils sont Morricone avec Léon, quoi. À tel point que ce qui s'est passé, ils ont même construit un studio spécialement pour Daft Punk. Ils pensaient, Disney apparemment leur donnait les moyens de construire un gros truc avec un orchestre qui pouvait avoir 24 heures sur 24. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement ils ont bien construit un studio, mais c'était un mini studio qui était apparemment aussi petit que cette pièce où on est. Et finalement, donc ils sont arrivés au bout de 19 mois, quand le tournage a commencé, avec déjà 50 minutes de BO, ce qui permettait déjà à Kosinski d'avoir ses images et de pouvoir de sa musique et de pouvoir la jouer sur le plateau et de donner le tempo, tout ça. Donc voilà, c'est quand je parlais d'expérience sensorielle, autant l'image que la musique, ça provoque un truc qu'on ressentait beaucoup, qu'on voyait beaucoup dans les années 80, qui étaient des longs clips en fait, qui duraient. On avait des clips de Michael Jackson qui étaient quasiment des moyens métrages, qui duraient 30 minutes. C'est un peu ça le principe en fait. Tron Legacy, c'est ça. Et en dehors de ça, je trouve que je vais aussi contredire le côté c'est une coquille vide. Alors, effectivement, c'est pas le scénario de l'année, mais il y a des personnages, il y a des thématiques, et moi personnellement, encore en revoyant le film dernièrement, il y a un rapport entre le père et le fils qui sont vraiment touchants. Je trouve que Jeff Bridges claque. De toute façon, Jeff Bridges, tu le filmes en train de faire caca, je pense qu'il est intéressant. Et malheureusement, le film a été un échec dans le sens où il a coûté, je disais tout à l'heure, 170 millions de $. Il en a rapporté autant aux US, ce qui finalement amène à un échec. Et malgré ces 400 millions de $, ils ont quand même de recettes mondiales. Ils ont quand même essayé de lancer une suite, mais Disney a tué le troisième Tron, notamment pour ne pas faire de l'ombre à Star Wars, parce qu'il venait d'acquérir la licence. Voilà. Il est du coup l'acteur qui joue dans Tron, le jeune. Alors ouais, ça aussi, il a fait des trucs. Mais il joue dans Mudbound, excellent film sur Netflix. Parce qu'il était bien cet acteur, je trouve. Alors moi justement, je le trouve un petit poil qui arrive en moto au début transparent. dans le ouais, mais c'est les scènes de moto, c'est vraiment, je trouve que la réal. Kosinski fait partie de ces réals. Comment il s'appelle celui qui a fait Ghost in the Shell et Blanche-Neige, Rupert Sanders. Voilà, Rupert Sanders, c'est un peu le même. C'est des visionnaires en fait. Ouais. C'est des Ridley Scott ça fait l'image aujourd'hui, de quoi. C'est des clippers, c'est des pubards, c'est des mecs qui maîtrisent l'image. Où il y a mes 83 qui fait la musique. Oblivion. Ouais, ça c'était génial. C'était vachement bien. Ouais. Et apparemment, il en a fait un troisième que j'ai pas vu. Je sais même pas si c'est sorti un truc sur les pompiers. Pas vu. Ah, c'est aux US, oui. Je me souviens de ce truc-là. C'est cette année en plus, je crois. Il y a 2017. Et là, il fait Top Gun 2. Donc il s'éloigne un peu des univers visuels. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis le seul à surkiffer ce film ? Alors, je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais en tout cas, voilà, c'est un kiff à chaque fois que je le revois. J'avais été assez étonné par le fait que finalement, j'avais trouvé que c'était assez introspectif. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un rythme qui est d'ailleurs amené aussi par la musique, qui est du coup vraiment pas hollywoodienne, je trouve. Tu vois, elle amène un côté un peu répétitif, un peu beaucoup de plages, tu vois, de synthé comme ça. Je trouve que le film est une espèce d'ambiance à laquelle je m'attendais absolument pas. Oui, c'est l'incident, c'est un peu. Voilà, et que je trouvais à la fois assez intéressante, mais en même temps, comme je trouvais que le scénar derrière était pas à la hauteur de l'ambiance. Du coup, j'en ai un souvenir de fascination visuelle et sensorielle en effet, mais de déception en termes d'implication. Parce que c'est pas assez cryptique pour être fascinant comme un Avalon peut l'être, tu vois. Parce que Avalon, moi, ce que j'aime, c'est que ça fait partie de ces films où je suis obligé de réfléchir à ce que je vois vraiment très fort pour essayer de décrypter des ponts entre des scènes, des symboles, etc. On n'est pas dans le. Voilà, là, on n'est pas dans le même public. Voilà, on est sur un film à 170 millions de $. Un film où, attention, Disney, et ce qu'ils ont essayé de faire, vendre des jouets, ça n'a pas marché. Bien sûr, ouais. C'est aussi pour ça qu'ils ont tué la licence. Et voilà, le but c'était de faire plaisir aux kids, mais en même temps,
est-ce que tu vois même dans les trucs de Marvel aujourd'hui ou les films pour gamins, complètement, en fait. un film qui est complètement plongé dans le noir, c'est entre deux chaises. Non, c'est un film arty. Il a le cul entre deux chaises. C'est un film qui a le cul entre deux chaises, entre le fait que le mec a envie de pousser le truc de base, c'est-à-dire faire un blockbuster Disney à 70 millions de boules avec plein de moyens et des CGI. Il a envie de le pousser vers autre chose, mais en même temps il est obligé de rester dans une espèce de cahier des charges qui fait que le mélange prend pas, mais l'intention en revanche elle est assez admirable, je trouve. Je sais pas si en fait déjà le fait de prendre Daft Punk en soi est assez couillu pour une BO. Soit dit en passant, il y a de l'orchestre. Soit dit en passant, il y a vraiment de l'orchestre. Oui et non, parce que c'est couillu, oui, mais en même temps, tu vas chercher les plus grandes stars de la musique électronique au monde, tu vois. Qui étaient des gros fans du film original et de l'univers. Tu prends pas David Guetta pour faire la BO de je sais pas, le prochain. Fast and Furious. Donc non. Et puis c'est des artistes. C'est vraiment c'est un truc que tu revois souvent dans ce que racontent les collaborateurs. Tous les mecs qui ont bossé avec Daft Punk, c'est vraiment les mecs sont vraiment des putains d'artistes. Pour moi, c'est des génies ces gars-là. Mais donc, quelque part, ça tombe de sens. Oui. Bah moi, en tout cas, en fait, j'ai eu beaucoup de mal en fait à apprécier le film à cause de l'effet Madeleine de Proust, tout simplement. Quand j'étais gamin, Tron, c'était un des films que je matais en boucle, que j'adorais ce film. Et forcément, la première fois que j'ai vu Tron Legacy, j'ai pas eu cet effet-là. Mais bon, forcément, de toute façon, dans ton souvenir, généralement, tu as tendance à encenser ce que tu avais vu, ressenti à l'époque. C'est en le revoyant plus tard où j'ai eu un avis quand même plus positif, quoi. Je suis pas ultra fan du film parce que je pense que moi j'aurais aimé, mais je sais qu'il ne pouvait pas, j'aurais aimé que ça vire vraiment dans ce côté autre. Voilà, donc c'est une petite frustration qui m'empêche de totalement adorer le film. Voilà. D'ailleurs, ce que disait Bailey, le producteur, c'est que s'il fallait faire une suite, les choses qu'il retenait du premier Tron, c'était l'ambiance, le design et Jeff Bridges. Ouais. Et en fait, ils ont construit, je pense, une histoire à partir de ces trois éléments-là pour faire quelque chose de autre. Et forcément, c'est déceptif pour les nostalgiques. Ouais. Et moi, je dirais un peu comme toi, ce que tu as dit, Talal, sur Avalon. Je suis restée un peu extérieure au film. Donc, je suis pas très fan. Je trouve ni raté ni réussi, mais ça me touche pas en fait. Mais par contre, ça reste un exemple assez rare dans les années 2000 et des bananes. Prise de risque d'un studio. Qui a peut-être pas d'ailleurs compris vraiment ce que le réalisateur comptait vraiment faire, tu vois, et qui avait un scénario sur le papier, qui ont vu des designs, qui ont vu qui bossait sur le film, se sont dit bon bah c'est bon, on vogue la galère, et d'un réal qui du coup a quand même réussi un petit peu c'est une expression qui fait beaucoup rire Cyril, qui est un réal qui a un peu réussi à faire un hold-up, à hijacker un peu la toute puissance de Disney pour essayer de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, et pour ça je trouve que le film vaut de rester en mémoire déjà pour ça. Et puis même les designs, c'est la folie, les designs. Le film est magnifique, quoi. La première heure du film, ou même les 45 premières minutes jusqu'à la course, c'est ce qu'il retrouve son père en fait. C'est juste un rodéo, un clip de taré, quoi. Je peux les mettre en fond en faisant 10 000 trucs. Et je trouve le film s'y prête bien en plus. C'est con, mais c'est pas pour être méchant, mais le film s'y prête bien à être mis en fond. Il y a un côté installation d'œuvre d'art, vraiment, installation au MoMA. Il y a un truc comme ça, il y a un côté un peu plastiquement, c'est. Des mots pour une télé. Et je savais pas qu'il était architecte, mais quand il pense, c'est aussi quand tu penses à Oblivion. La baraque, la baraque, elle est mortelle. Voilà, l'obsession, ça tombe sous le sens. Ceux qui n'ont jamais vu donc Tron Legacy, regardez-le, le son à fond, voilà quoi. Et avec des bonnes conditions d'image aussi, ça vaut le coup. Et puisqu'on parle de son, on termine en musique avec Cyril. Et donc Cyril, qu'as-tu choisi ? Du coup, c'est marrant que tout à l'heure Laurent a dit est-ce que j'espère que t'as pris Avalon, et justement je voulais pas faire dans la facilité. J'ai failli prendre la BO d'un film que j'aime beaucoup qui est Cyberpunk, qui est Equilibrium. J'aime bien la BO de l'Equilibrium. On aurait pu en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez Z, mais j'aime bien le film. Moi j'aime bien le film, même Ultraviolet j'aime bien. Faut pas déconner. C'est sympa Ultraviolet, j'ai vu il y a pas longtemps. Non, il y a des scènes barres. Non, je confonds avec Influx. C'est Influx qui est sympa. Ah non, Ultraviolet c'est un Blu-ray pour tester tes TDHD, ça sert à ça. Ultraviolet c'est Mila Jovovich. Bah oui, là c'est Charlie Theron. Vas-y. J'ai failli mettre un morceau de pop coréenne qu'on entend dans le film Resurrection of the Little Match Girl. Alors je suis d'accord, j'adore ce morceau aussi. Voilà. Et il est mortel. Je dédicace à François Co qui adore ce morceau aussi. C'est un morceau c'est même pas de coréen, c'est un morceau de pop suédoise mais qui a été repris par les Coréens.
C'est Like a Fool de Nylon Beach. Je vous conseille d'aller écouter ça. Donc, mais finalement, on parlait de Cyberpunk. Pour moi, tout à l'heure, j'ai dit le film Cyberpunk ultime. C'est un film bien précis et surtout je suis content que Xavier n'en a pas parlé de la musique de ce film-là quand il en a parlé. Je crevais d'envie d'en parler, mais donc c'était Tetsuo. Donc c'est très bien Xavier, tu es intelligent, tu as pensé à ne pas parler de la musique de Shu Ishikawa. Donc Shu Ishikawa, c'est sa première composition. Il a bossé après avec un paquet de films de Tsukamoto. Et là, je vais laisser, du coup, pour une fois, je vais laisser Xavier parler de ce morceau Megatron, qui est le morceau d'ouverture. Parce que moi, il n'a pas pu en parler tout à l'heure. Je laisse du coup parler de ça. Non, mais en fait, pour essayer de comprendre, en fait, il y a des films dans le cinéma où qui sont tu peux pas les séparer de leur musique, et la musique c'est un personnage à part entière. Les Dents de la Mer, par exemple. Voilà, littéralement la musique là de Shu Ishikawa, c'est exactement ça pour Tetsuo. Le film ne serait pas du tout le même. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir la différence, vous regardez Phantom of the Regular Size, qui avait déjà une optique, je me demande d'ailleurs si ça pourrait pas être lui, qui avait déjà une optique brutiste, enfin électro-brutiste, et du coup qui prend toute une ampleur désormais dans Tetsuo. Et en fait le génie pur, c'est pas de te faire de l'électro-noise, c'est de l'électro-noise brutiste faite avec des instruments, des outils, et ça va te donner des sonorités très particulières que tu pourrais trouver par exemple chez Einstein Neubauten dans les premiers albums, hein, bien évidemment, et qui a un côté. Pour moi, en fait, si j'adore cette BO, mais vraiment j'adore foncièrement cette BO, c'est qu'elle arrive à la fois à être une BO expérimentale tout en étant une BO électro parfaite, quoi. Il y a vraiment des morceaux qui vont vous rester en tête. Une écoute solo marche bien, hein, vous allez voir en l'écoutant après. C'est un truc de dingue, quoi. Et par exemple, pour ceux qui seront vraiment très fans et qui ont beaucoup de thunes à dépenser, à l'époque, je crois que c'était je sais plus si c'était en 2010, je crois que c'est 2010, ils avaient sorti une triple box avec l'intégralité des musiques de Tetsuo. Un truc qui maintenant, il coûte super cher, c'est introuvable, je crève d'envie d'avoir ce truc. Il y a un vinyle qui existe, qui est sorti, donc qui n'est pas trop impossible à trouver, on peut trouver, où il y a la BO telle qu'on la connaît avec une dizaine de morceaux. Ouais, mais en fait, la triple box avec cette petite particularité, c'est que certains mix des morceaux ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Voilà. Donc, et en l'occurrence, Megatron est Megatron. C'est pas exactement pareil. C'est marrant parce que tous les films dont on a parlé aujourd'hui ont pour point commun aussi une musique très très présente. Ouais. Alors c'est peut-être moins le cas avec Existence. C'est Watcher aussi à la musique. Je sais pas. On a plus l'ordinateur. Strange Day, c'est une chanteuse, mais globalement la musique, si, il y a Scan Canadian et tout, mais c'est pas. Oui. C'est des morceaux, c'est pas vraiment une oui, vidéo. Mais c'est aussi quand même la musique est quand même omniprésente. Donc ça c'est intéressant. Ouais, et tu enlèves, je crois que je suis quasiment persuadé que tu enlèves la musique de Kenji Kawai à Avalon. Ah non, mais c'est pas compliqué pour Xavier, toi et moi. La musique fait partie intégrante de l'expérience. Ça c'est indéniable. Je suis moins sûr pour Existence et pour Stranger. Non mais c'est. J'ai même pas souvenir qu'il y ait tant de musique que ça dans Existence. J'ai souvenir de musique. C'est probablement Watcher encore. Mais voilà, en tout cas, nos trois, c'est évidemment, tu peux pas l'enlever du truc. C'est la force du film, et c'est la musique aussi. On écoute ça tout de suite et avant on dit au revoir à tout le monde et à dans 2 semaines. Au revoir. En espérant que ça aille mieux, Véro, dans 2 semaines. Espérons.